C'est parti. Voilà, donc il est 18h01, on va pouvoir commencer. On attend que Marival soit assis. On y va. Voilà, donc merci à tous d'être venus ce soir. Alors, on revient ici aux archives départementales. La dernière fois, on était au lycée Paul Claudel. Alors, je vous rassure tout de suite, on reprend nos bonnes habitudes. Et toutes les prochaines réunions se feront ici, donc aux archives départementales. La prochaine réunion, ce sera une conférence de Martine Plouvier, ici présente, sur les frondes révolutionnaires. Donc, je vous rappelle la date, c'est le vendredi 28 mars, donc à partir de 18h, ici aux archives départementales. Alors, ce soir, on a le plaisir d'écouter Jean-Christophe Dumas, qui est ici chez lui, aux archives départementales, et il va nous parler des archives départementales, c'est son monde, il y a 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc il va nous parler de Lucien Broche. Alors Lucien Broche, c'est un personnage qui est important pour les archives départementales de l'Aisne, mais aussi pour la Société historique de Haute-Picardie. Parce que vous savez peut-être que notre association, elle a été créée en juin 1914, peu de temps avant la guerre, à la suite d'un conflit qui a eu au sein de la société historique qui existait déjà à Laon, qui s'appelait la Société académique de Laon, dont Lucien Broche était justement président. Puis il y a eu un conflit de personnes, et il y a eu une scission, et il y a des gens qui ont créé leur propre association, donc la Société historique de Haute-Picardie, c'était des gens de l'Alliance française, de l'Action française, des monarchistes, des gens très à droite, et donc Jean-Ensel Dormois, Maxime Dessart. Mais bon, Lucien Broche a toujours gardé s'est arrangé pour avoir des bonnes relations avec les deux sociétés historiques. Et c'est lui qui a accueilli la Société historique de Picardie aux archives départementales. Donc on est aux archives départementales de l'Aisne depuis l'époque de Lucien Broche. Et puis c'est lui aussi qui s'est arrangé pour que les deux associations, la Société académique de Laon puis la Société historique de Picardie, fusionnent en 1944. Et donc ensuite, c'est le nom Société historique de Haute-Picardie qui a été conservé. Donc Lucien Broche, c'est aussi un personnage important pour nous à la Société historique de Haute-Picardie. Alors voilà, donc je laisse la parole à Jean-Christophe, et puis je le remercie d'avoir accepté de faire cette conférence. Il adore faire des conférences, il est toujours très détendu avant. Bon, alors on en profite. Merci. Bon, je vais tâcher de très vite me détendre pour que la conférence ne soit pas trop désagréable à entendre. Écoutez, merci beaucoup déjà d'être venu en nombre, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui était peut-être pour certains un peu méconnu, ou faire la biographie d'un illustre inconnu au début du XXIe siècle, c'est toujours une gageure. Merci Eric pour ta présentation. Alors, le fait déjà que tu aies parlé de la Société académique et de la Société historique de Haute-Picardie, tu m'as fait gagner à peu près 5 minutes sur la conférence, qui malheureusement, en général, je suis très bavard. Je vais essayer d'être assez synthétique, mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est que vous allez voir, je vais essayer de vous montrer que Lucien Broche est un personnage à plusieurs facettes, on va dire avec beaucoup d'attributions. Et en fait, pourquoi s'intéresser à ce personnage? Alors là, ça va être un peu en relation avec ma carrière, puisque je suis arrivé aux archives départementales de l'Aisne en 2002. Et puis en 2006, la nouvelle directrice à l'époque qui venait d'arriver, Aude Roly, donc a relancé en fait toute une politique d'inspection des archives dans les mairies. Il faut bien se rendre compte qu'en 2006, il y avait beaucoup de communes qui n'avaient pas été inspectées depuis la fin du 19e siècle. Cécile Souchon connaît très bien le problème pour avoir été longtemps la directrice, mais n'a pas eu le temps de couvrir tout le département, puisque c'est quand même le département de l'Aisne, un département qui compte à l'époque plus de 800 communes. Et donc, il faut bien se rendre compte que nous, quand on a relancé ces inspections à partir de 2006, on est allé notamment du côté de Saint-Quentin, dans les cantons de Vermand, dans les cantons du Catelet. Et on a vu donc des archives communales qui n'avaient pas été inspectées depuis 1898. Alors quand on sait en plus que sur ce secteur-là, lors du repli allemand 1917, la plupart des collections communales ont été détruites et ont totalement disparu, c'est évident que les rapports d'inspection de 1896-98 étaient totalement périmés, et donc c'était, on va dire, un nouvel environnement qui s'ouvrait un peu à nous. Et rapidement, en fait, donc on est tombé sur des archives qui, évidemment, dataient de la période de la reconstruction. Il n'y avait rien avant la Première Guerre mondiale, puisque tout avait été détruit. Mais on a retrouvé des archives à partir des années 1920, qui renseignent un peu sur la reconstruction.
On a des documents qui ont été reconstitués par les archives départementales en faveur des communes. Hein, ça, je viendrai tout à l'heure dans l'action de Lucien Broche durant l'entre-deux-guerres. Et puis surtout, en fait, bon, au départ, on n'avait pas d'appareil photo, on n'avait pas d'ordinateur, donc c'est vrai que les prises de notes, elles étaient un peu rapides. Et moi, souvent, pour synthétiser, en fait, quand je voyais ces documents des années 1920-1930, bah, j'avais pris rapidement l'habitude de baptiser ça sur mon formulaire pochette broche ou boîte broche. C'est-à-dire, en fait, comme ceci, ce sont des pochettes de classement qui ont été donc achetées après la Première Guerre mondiale avec les crédits de dommages de guerre. Et donc, ce sont ces pochettes-là qui ont permis, on va dire, de réorganiser un peu les collections conservées dans les mairies. Et puis les boîtes broches, on va dire, c'est des boîtes assez classiques, hein, telles que vous devez connaître, en fait. Hein, voilà, des boîtes de l'entre-deux-guerres. Certaines, on est très content parce que des fois qu'on les ouvre, en plus, on a la petite étiquette imprimerie Jean Bruneteau. Voilà, hein, bon, je ne vais pas la faire passer peut-être, mais vous pourrez venir la voir à la fin pour la garder un tout petit peu de poussière, hein, voilà, pour lui garder un petit caractère authentique. Et puis finalement, on voyait vraiment ce travail de reclassement qui avait été fait dans les années 1920-1930. Et ben, avec la directrice, à l'époque, on était assez émerveillés parce que Aude me disait toujours oh, ce Lucien Broche, c'est quand même un personnage, il faudra un jour qu'on travaille dessus. Et effectivement, bon, moi, à chaque fois que je récupérais des petites informations sur Lucien Broche, je les consignais un peu dans un cahier, après sur ordinateur. Et puis en 2017-2018, donc préparation du déménagement pour le nouveau bâtiment. Et puis en 2017, donc certains s'en souviennent encore, on avait fait une exposition sur l'histoire du service et des différents bâtiments des archives départementales. Et c'est vrai qu'à l'époque, il fallait peut-être un peu illustrer. Et Lucien Broche, qui a été directeur des archives pendant une trentaine d'années, on ne connaissait pas son visage, on n'avait pas de photos ni rien. Donc là, c'est vrai qu'on découvre en primeur ce soir les photos. Donc ces photos-là, pour vous raconter un tout petit peu l'histoire, c'est que j'ai eu la chance, après quelques recherches, de retrouver le petit-fils de Lucien Broche, hein, qui s'appelle Francis Broche, qui habite dans le sud du département. Donc j'avais lancé un peu une bouteille à la mer, j'avais trouvé ses coordonnées, j'ai écrit, bon, j'avais peu de réponse pendant 3-4 semaines, et puis après j'ai eu un message très gentil par lettre, et qui me disait qu'il était prêt à m'accueillir et à me donner des documents. Donc je suis venu, j'ai passé une après-midi formidable, c'était en décembre 2017, un jour de neige, et donc il a eu la gentillesse de me donner des photos, très peu de documents, parce que malheureusement, après la mort de Lucien Broche, j'anticipe un peu, mais la famille n'a quasiment pas gardé d'archives en fait. Il y a eu peut-être quelques problèmes de succession et malheureusement, quasiment tout est passé au calorifère. Donc on n'a malheureusement pas d'archives vraiment personnelles, sauf quelques-unes que je vous montrerai donc au cours de cette présentation. Cette présentation, je l'ai agrémentée avec quasi à peu près tous les documents que m'avait donné son petit-fils. Hein, et vous verrez notamment des dessins, donc des dessins qui ont été réalisés dessins et même des peintures, donc réalisées par son fils Jacques Broche, donc qui a été sociétaire de la Société des artistes lannois, à la fois qui était peintre et puis caricaturiste. Donc j'ai essayé d'insérer dans ce PowerPoint tous les portraits en fait sont issus souvent de la collection de Jacques Broche. Voilà. Donc le plan que je vous propose, hein, c'est un plan assez dense, comme on dirait toujours un plan universitaire, hein, peut-être pas un plan d'élèves de l'école des Chartes, mais bon, on va essayer de faire une présentation en 3 parties, 3 sous-parties pour retracer un peu la carrière de Lucien Broche. Des parties assez inégales, hein, évidemment, puisque certaines sont très bien renseignées, puis d'autres sont beaucoup plus silencieuses, faute d'informations, même si, on va dire, les recherches, elles, ne sont pas encore terminées. Hein. J'ai déjà trouvé quelques dossiers aussi aux Archives nationales, à moi encore d'y retourner pour retrouver peut-être d'autres éléments d'information, peut-être aussi par le biais d'associations, et puis peut-être de descendants de personnes qui auraient connu Lucien Broche. Donc voilà, avis aux connaisseurs, hein, si vous avez la moindre information sur Lucien Broche, je suis toujours preneur. Voilà. Donc on va commencer la première partie hein, sur sa jeunesse en fait, hein, sur une jeunesse que j'ai baptisée itinérante entre 1877 et 1897. Et cette itinérance, elle ne va pas commencer dans l'Aisne, ni même en France métropolitaine, mais à Alger. Alors pourquoi Alger voilà, en fait, Lucien Broche est né à Alger, hein,
le 13 août 1877. Donc Alger, c'est un des départements qui compose l'Algérie française, hein, qui a été annexé par la France entre 1830 et 1848. Et pourquoi il est à Alger? Tout simplement parce que son père y est installé depuis plusieurs années. Donc son père qui s'appelle Jules Joseph Broche. Hein, donc là, je ne sais pas si on voit très bien l'arbre généalogique, hein, c'est peut-être un peu flou. Ah. Ça va un peu mieux? Bon, je vais vous présenter, alors l'arbre évidemment n'est pas terminé, mais j'ai essayé synthétiquement de présenter aussi, parce que quand on étudie quelqu'un, évidemment on étudie sa carrière, mais il faut aussi connaître un peu ses origines pour comprendre et puis un peu mieux aborder le personnage, surtout que le côté personnel est toujours intéressant. Donc là, je vous ai mis Jacques Broche, donc né en 1877 à Alger. Ses parents, donc Jules Joseph Broche, qui à l'époque de sa naissance est principal de collège à Alger. Son épouse Valérie Marie Couret, et donc les deux parents, vous voyez, qui ont des origines géographiques très différentes. Donc Jules Joseph Broche, lui, est né à Laneuveville en Saulnois, donc là on est en Moselle. Donc Moselle qui sera annexée en 1870, ça aura aussi des conséquences sur la carrière de Jules Joseph Broche. Et puis ensuite, quand on remonte sa généalogie, je suis remonté jusqu'aux arrière-grands-parents, simplement, on a donc un garde forestier, un cordonnier, mais vraiment une branche paternelle qui est vraiment située entre la Moselle et un tout petit peu Meurthe-et-Moselle. Du côté de son épouse, c'est totalement différent, puisqu'elle est née dans le Gard, en fait, hein, dans les années en 1851. Et les grands-parents sont originaires de Bellegarde et de Beaucaire, aussi dans le département du Gard. Et donc, finalement, la réunion de ce Mosellan et puis de cette Gardoise se fait à Alger, sans doute à la fin des années 1860, hein, puisque Jules Joseph Broche est enseignant. Il a commencé sa carrière en Moselle. Hein. Il a été notamment professeur et maître d'études au collège de Pont-à-Mousseau. Ensuite, il a été enseignant au lycée de Metz. Et puis, il va ensuite partir à Alger en 1866, où il va faire une grande partie de sa carrière. En 1879, il va être principal du collège de Médéa. Et ensuite, il quitte Médéa en 1883 pour retourner en métropole. Donc en 1883 jusqu'en 1885, il va être dans le principal à Saint-Giron. Donc là, on est dans l'Ariège. Ensuite, de 1885 à 88, on le retrouve au Quesnoy, donc dans le département du Nord. Hein, on se rapproche beaucoup. Et puis, de 1888 à 1896, Jules Joseph Broche va terminer sa carrière à Pontoise. Voilà, et donc ensuite, il va être en retraite. Donc, voilà le portrait de Jules Joseph Broche, hein, donc une carrière assez prolifique d'enseignement, hein, puisqu'il a travaillé 38-39 ans avant de faire valoir ses droits à la retraite. Et c'est surtout quelqu'un qui a quand même une certaine notoriété, parce que je l'ai retrouvé en fait dans un ouvrage, un dictionnaire départementaux pour l'Alsace-Lorraine, donc une sorte un peu de who's who, hein, des personnalités originaires d'Alsace-Lorraine. Donc en 1896, vous avez la mention de Jules Broche comme principal, hein, donc l'année de sa retraite. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. Hein, donc je vous y disais... Lucien Broche, donc né en 1877 à Alger. Voilà une photo, donc à l'âge de 2 ans, hein, qui a été prise en septembre, 2 ans et demi, voilà, prise en septembre 1879. Et donc, on n'a pas beaucoup d'informations, évidemment, sur la jeunesse de Lucien Broche. Hein. C'est vrai que les enfants laissent rarement des traces dans les archives administratives. Bon, évidemment, il a suivi le parcours de son père, donc c'est quand même une jeunesse assez itinérante. Et Alger, il est effectivement, c'est pas le seul enfant en fait du couple Broche-Couret. Vous allez voir. Donc là, c'est la filiation, enfin c'est la fratrie de Lucien Broche. Bon, en même temps, en travaillant un peu sur les frères et sœurs, ça permet aussi de connaître un tout petit peu l'itinéraire des parents. Donc vous avez les parents en haut, Jules Joseph et puis Valérie Marie Couret, qui vont avoir donc 7 enfants, dont malheureusement 2 enfants morts-nés. Donc les 2 premiers enfants, Antoine et Marie, sont nés en 1870 et 1872. Leur mariage intervient en 1873, hein, donc ce sont 2 enfants naturels qui ont été reconnus. Et puis ensuite, 3e enfant, malheureusement un enfant sans vie. Le 4e, notre Lucien Broche. 5e enfant, une sœur, hein, qui est née en 1878. Le 6e,
Louis Bernard, qui est né en 1885 à Saint-Giron, hein, donc là, avec la nouvelle mutation de son père, et un enfant sans vie, malheureusement, né et mort à Pontoise en 1895. Donc voilà un peu l'encadrement familial de la famille de Lucien Broche. Alors lorsque Jules Joseph Broche prend sa retraite en 1896, bon, il est assez loué par la presse locale, hein, mais surtout, quand on lit un peu la presse locale, je pense notamment, j'avais retrouvé le journal Le Petit Pontoisien, on apprend qu'il a été membre notamment de la Société historique et archéologique de Pontoise et du Vexin dès 1889, qu'il est membre aussi de la Bibliothèque de Pontoise, de la commission d'examen de l'Hôtel de Ville de Paris, enfin bon, on va dire un bon CV, un bon pédigré, et je suppose, hein, sans l'affirmer totalement, que cet environnement a vraiment été favorable pour que Lucien Broche se jette, on va dire, dans des études d'histoire. Donc on peut présumer un peu que le père a inoculé un peu le virus à la fois du patrimoine et de l'histoire à son fils. Ce n'est pas le cas d'ailleurs des autres enfants qui ont suivi des carrières ou des parcours totalement différents. Alors comme je vous disais, hein, la presse, elle peut nous aider un tout petit peu à avoir quelques informations sur Lucien Broche, notamment le Petit Pontoisien en 1895 qui signale « Nous sommes heureux d'annoncer que M. Lucien Broche vient d'être admis à la seconde partie du baccalauréat de lettres ». Bon, si on calcule, on peut penser qu'il a eu son certificat d'études vers 1889, mais là, les archives départementales du Val d'Oise sont muettes à ce sujet. 1er août, pareil, 1895, donc je cite l'article. Quant au prix d'honneur offert par l'association des anciens élèves, ils ont été attribués à Lucien Broche comme élève le plus méritant des classes supérieures de l'enseignement moderne. Donc on voit qu'il a quand même, évidemment, été dans un terreau assez favorable avec un père enseignant principal de collège. Donc il a suivi un enseignement assez solide. Et surtout, c'est ce parcours en fait qui va lui ouvrir après les portes de l'école des Chartes. Alors, on va passer donc à la deuxième partie, hein, donc élève à l'école des Chartes en 1897. Alors, l'école des Chartes, pour faire simple, hein, c'est... Pardon? Oui, tu arrives à lire, c'est bon? Oui, l'école des Chartes, hein, donc c'est une école qui a été créée en 1821 et qui, on va dire par définition, forme les archivistes paléographes, hein, puisqu'elle donne un diplôme après plusieurs années d'études. Hein. Donc là, vous avez le parcours à l'école des Chartes de Lucien Broche, donc entre 1897 et février 1901. On va dire l'école des Chartes, effectivement, elle forme surtout des archivistes avec un enseignement assez solide à base d'histoire, de numismatique, on va dire vraiment de la grande érudition historique. Hein. Ça peut être de la sigillographie, de la philologie, ça peut être de la diplomatique aussi. Mais on va dire que tous les élèves qui sortent de l'école des Chartes ne sont pas forcément archivistes. Hein. Je prends par exemple l'exemple de... Martine ne me contredira pas, ça y est, le nom m'échappe, soufflez-moi. Gabriel Anoto, voilà, merci beaucoup Martine. Gabriel Anoto qui lui a suivi donc un enseignement à l'école des Chartes, mais qui par contre après a une carrière d'historien, mais surtout de diplomate. Hein, voilà. Donc ce parcours, en fait, hein, on sait qu'il est rentré en 1897 à l'école des Chartes, puisque le Petit Pontoisien, encore une fois, hein, ce journal local, signale « Nous apprenons avec un vif plaisir que M. Lucien Broche, ancien élève du collège de Pontoise et fils de l'aimable principal honoraire de notre collège, vient d'être reçu dans un très bon rang à l'École nationale des Chartes. » Voilà, donc là on sait qu'il est parti pour un cursus de 4 ans, hein, et donc il va terminer en 1901. On va dire, admis à la thèse, hein, mais vous voyez son classement, c'est un classement assez moyen. Hein, les premières années, on va dire, il est un peu dans le ventre mou. Hein, c'est pas le meilleur, mais c'est pas non plus le dernier des élèves de l'école des Chartes. Et donc, pour obtenir son diplôme, chaque élève, en fait, est obligé de soutenir une thèse, hein, donc que l'on peut souvent lire les résumés dans les positions des thèses de l'école des Chartes. Et Lucien Broche va soutenir une thèse qui est intitulée « Histoire des institutions communales de la ville de Laon jusqu'au début du XVIe siècle ». Alors, c'est une thèse de l'école des Chartes que malheureusement on n'a plus. Elle n'est pas conservée aux archives nationales, bien qu'il y en ait quand même beaucoup qui soient déposés, mais malheureusement la sienne ne nous est jamais parvenue.
Quand j'ai interrogé son petit-fils, il n'en avait pas du tout connaissance, donc je crains qu'elle ait disparu au lendemain du décès de Lucien Broche, ou alors peut-être qu'il en existait aussi un exemplaire aux archives départementales, hein, mais comme les archives départementales ont subi 2 sinistres, et notamment la bibliothèque a été en grande partie ruinée, c'est fort probable qu'il n'y ait plus du tout d'exemplaires aujourd'hui de synthèse. Et c'est surtout très dommage puisque l'histoire des institutions, il s'est basé à l'époque sur des documents qui existaient encore avant donc les 2 sinistres de 1917 et 1944. Voilà. Alors, il sort quand même donc de l'école des Chartes en 1901 et ça va lui ouvrir les portes finalement pour être archiviste aux Archives nationales. Alors, comme je vous disais, la famille n'a pas beaucoup d'archives personnelles. Et je vais quand même vous montrer donc un courrier qui est assez touchant, hein, que j'ai pas daté, enfin qui est écrit à Pont-à-Mousson, donc par sa maman, parce qu'après la retraite de Jules-Joseph Broche, ses parents sont repartis en Lorraine, hein, donc là en Meurthe-et-Moselle, donc à Pont-à-Mousson. Et donc à Pont-à-Mousson, sa maman lui écrit alors qu'il est étudiant à l'école des Chartes. Alors je vais vous lire une partie de ce courrier qui est quand même assez touchant, parce que c'est vraiment les seuls instants, on va dire, familiaux que l'on peut capter. Donc c'est sa maman qui lui écrit. Mon cher Lucien, je ne veux pas tarder plus longtemps à répondre à ta bonne lettre que j'attendais depuis longtemps. J'étais très inquiète, je craignais que tu ne sois malade. En ce moment, il y a beaucoup d'influenza. Il faut prendre des précautions et rester à la maison car il a tonné toute la nuit. Hélène, donc l'une de ses sœurs, vient d'être malade depuis 18 jours. Elle est arrivée hier avec son mari qui est reparti ce soir. Hélène reste quelques jours avec nous pour se remettre. Depuis quelques jours, mes jambes ne vont pas aussi bien. Je suppose que c'est le temps humide que nous avons depuis quelques jours, etc. Surtout après, je me réjouis de penser que tu seras près de moi dans quelques jours. Tu voudras bien m'écrire 2 mots alors après il manque un mot, pour me signaler sans doute la date de ton examen pour que je prie pour toi et que la Vierge de Pontoise te protège. Dis à Marguerite de ma part qu'elle mette un cierge, donc Marguerite c'est l'épouse de Lucien, enfin future épouse de Lucien Broche. Alors, dis à Marguerite de ma part qu'elle mette un cierge à la Vierge de Pontoise et qu'elle prie pour que tu réussisses le jour de ton examen. Remercie-la bien pour moi ainsi que Gênes, etc. Voilà. Et puis donc elle signale ensuite donc qu'au contraire de son mari, il ne se plaît pas trop finalement à Pont-à-Mousson, et ce qui va expliquer quelques années plus tard que la famille va venir s'installer dans l'Aisne près de leur fils. Voilà. Alors en même temps, juste pour clôturer le passage en fait à la fin de l'école des Chartes et puis donc aux Archives nationales, il faut savoir qu'en 1901, Lucien Broche, quand il est diplômé, en fait, il est de la même promotion que 2 grands archivistes, hein, Charles Samaran, donc, qui a été ensuite directeur de la bibliothèque de l'école des Chartes de 1935 à 1948, et aussi d'un autre archiviste que vous connaissez peut-être de nom, qui s'appelle Juste Verland. Donc Juste Verland, qui a été archiviste du département de la Marne pendant plus d'une trentaine d'années, qui a fait énormément pour l'histoire de son département. Voilà, donc d'ailleurs Lucien Broche travaillait un tout petit peu, là je pense qu'il arrive aux Archives nationales en 1902 à peu près. Je ne sais pas encore dans quelle section il a travaillé, j'ai supposé qu'il était peut-être dans la section ancienne, mais là il faudrait que je consulte plus de documents, je n'ai pas trouvé pour l'instant aux Archives nationales. Mais on sait notamment qu'il a travaillé avec Léon Miro, donc grand médiéviste de la fin 19e et début 20e siècle. Et c'est surtout entre 1903 et 1904 qu'il va commencer à publier ses premiers articles ou ses premiers ouvrages. Hein. On note 2 articles sur l'histoire de Pontoise au Moyen-Âge, d'après quelques pièces sorties du Trésor des Chartes. Et puis ensuite, en 1902, il publie aussi un article sur la chapelle de l'évêché de Laon. Et puis dans le bulletin monumental, hein, puisqu'il s'est vraiment très rapidement spécialisé sur l'histoire de l'architecture et de l'archéologie. Hein, quand on voit la bibliographie de Lucien Broche, il y a autant, sinon plus, d'études archéologiques, architecturales que des études réellement historiques. Et notamment, donc, en 1905, il écrit un article sur l'église de Près-les-Thierny. Alors, comme on disait, 1901, c'est une grande année pour lui, hein, puisque donc il sort avec le diplôme de l'école des Chartes, mais en même temps, il va donc épouser Marguerite Marcel Marie Rebourg, donc en 1901, lui il a 24 ans, elle n'en a que 17, hein, donc il sort de l'école des Chartes. Donc voilà la photo de son épouse et le faire-part de mariage qui est conservé aux Archives nationales dans son dossier d'élève de l'école des Chartes.
Alors, la famille Rebourg, je ne vais pas trop insister là-dessus, hein, mais c'était des hôteliers. Je vais vous montrer notamment donc la belle famille de Lucien Broche. Voilà, le père Évroult Rebourg, qui était hôtelier. Donc, je l'ai retrouvé dans la rue Saint-Jean en 1901. Donc là, après, il faudrait localiser le commerce. Il y a encore un petit travail à faire sur, on va dire, sur la topographie locale. Et puis donc Zénaïde Marie Toussaint, donc, qui est son épouse, hein, et donc c'est leur fille qui épouse donc Lucien Broche. Et cette famille Rebourg habitait après les Tierny, ce qui explique sans doute l'ancrage très important de Lucien Broche pour près les Tierny jusque dans les années 1930, hein, en fait, j'anticipe un peu, mais jusqu'au décès de son épouse. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, alors je ne sais pas trop comment ça se passe, hein, il était archiviste aux Archives nationales jusqu'en 1906, donc il a dû faire sans doute des allers-retours entre le Lannoy et puis Paris, je ne sais pas à quel rythme. Et surtout, c'est en 1906 qu'il y a, on va dire, le départ d'un archiviste qui va finalement libérer une place, donc va récupérer Lucien Broche, et donc qui va devenir archiviste de l'Aisne à partir de 1906. Son prédécesseur, c'était je ne me rappelle plus de son prénom, et Joseph Souchon, pardon. Joseph Souchon, donc, qui a été directeur pendant 17 ans et qui avait pris la suite de l'emblématique Auguste Maton en 1889. En fait, je pense que Joseph Souchon serait resté beaucoup plus longtemps en poste s'il n'avait pas eu des problèmes de santé, et ces problèmes de santé finalement qui ont favorisé donc l'arrivée de Lucien Broche aux archives départementales, donc un poste qu'il ne quittera pas jusqu'à sa retraite. Alors, pareil, pour reconnaître un peu l'histoire des archives départementales, c'est très compliqué puisque notre propre fonds d'archives, donc de fonctionnement des archives départementales, a disparu en 1944. Donc les seules sources quasiment à utiliser, ce sont quelques rapports qui sont conservés aux archives nationales, et après les rapports qui sont faits par l'archiviste auprès du préfet et présentés devant les sessions du conseil départemental pour comprendre un peu comment fonctionne le service. Alors bon, c'est sûr que ce sont des rapports d'actuographie, on n'a pas beaucoup d'informations, on n'a pas de plan des bâtiments par exemple, hein, donc c'est assez difficile de comprendre comment a fonctionné le service. Juste avant, oui, j'anticipe un peu sur la descendance, hein, je vous disais, de Lucien Broche. Hein, donc Lucien Broche qui épouse Marguerite Rebourg, ils ont 2 enfants. Donc Lucienne et Jacques, hein, donc Lucienne née en 1902 et Jacques né en 1905. Là, je vous présente une petite photo donc des 2 enfants, hein, à l'âge de quelques années. Donc Jacques Broche avec le petit cheval de bois à côté, donc qui sera ce peintre que l'on repère à partir de la fin des années 20 dans la documentation et dans les œuvres. Voilà. Alors la nomination aux archives nationales, alors voilà, ça c'était une des premières publications de Lucien Broche, hein, donc, qui a été dédicacée, vous voyez, hommage affectueux Lucien Broche, donc les documents de Pontoise, hein, ça c'est publié en 1904, document issu de la chancellerie royale, donc c'est pour ça que je présume qu'il avait travaillé sur, pardon, ça va vite, je présume qu'il avait travaillé aux archives anciennes, et puis donc en 1906, quand il arrive, voilà, il arrive aux archives départementales de l'Aisne. Donc je pense que vous arrivez à peu près à situer les archives départementales, hein. Donc là c'est toujours ou hein, la porte de l'actuelle préfecture, bon maintenant qui est un peu en biais. Donc on arrive ici par la rue Paul Doumer, et là vous avez tout ce grand bâtiment en longueur. Hein, là c'est le retour, en fait, c'est la façade arrière que vous avez. La façade arrière, vous l'avez aussi ici. L'entrée, en fait, elle se situe là. Hein, l'entrée donc de l'actuelle préfecture. Et donc c'est ce bâtiment donc, qui est occupé par les archives départementales depuis quasiment la Révolution française, hein, puisque les locaux ont été récupérés par la préfecture, c'était l'ancienne abbaye Saint-Jean. Et puis donc le bâtiment à l'entrée, qui longe l'actuelle grille, hein, donc qui a disparu en 1944, ce bâtiment c'était l'ancien grenier à grains de l'abbaye Saint-Jean. Voilà. Alors, bon, les premières tâches de Lucien Broche, hein, ça va être évidemment de prendre, on va dire, la suite de Joseph Souchon, hein, de voir un peu ce qui est bon de faire. Alors, effectivement, il constate, dès qu'il arrive dans le rapport de 1907, il signale
qu'il y a beaucoup de papiers inutiles. Donc dans notre jargon, c'est des archives qui sont éliminables, qui n'ont pas plus d'utilité historique. Donc à l'époque, en fait, la pratique était de vendre ce que l'on appelait des papiers inutiles. Les papiers inutiles, en fait, c'était simplement les documents qui n'avaient plus d'intérêt à être conservés aux archives départementales. Donc il va s'occuper rapidement de vendre les papiers inutiles et puis de favoriser l'agrandissement de tous les locaux, avec notamment l'ajout de rayonnage. Les rapports d'activité nous précisent aussi, avant la Première Guerre mondiale, et après évidemment, mais là pour l'instant je parle jusqu'à la période 1914, de quelques acquisitions emblématiques qu'il a réussi à faire. Donc il arrive en 1906. Dès 1907, il arrive à faire l'acquisition d'un très beau registre de comptes de la seigneurie de Coucy. Donc je sais qu'il y a certains coussiciens dans la salle qui ont été heureux d'apprendre. Voilà. Bon, malheureusement, ce fonds a été en partie mutilé pendant la Première Guerre mondiale et on n'a plus qu'une épave de registre de compte, mais qui est toujours consultable. En 1908, il va acquérir un très grand et très fameux chartrier, qui est le chartrier de la seigneurie de Roussy. Donc la seigneurie de Roussy donc le chartrier commence au XIIIe siècle. La seigneurie de Roussy, c'est allié à la famille, enfin au comte de Brenne, au seigneur de Pierrepont, etc. Donc c'était un fonds assez prestigieux, avec toutes les justices seigneuriales afférentes. Et ce fonds, en fait, va être vraiment on va dire une acquisition emblématique de Lucien Broche avant la Première Guerre mondiale. Mais pareil, ce fonds va disparaître à la fin de la Première Guerre. Ensuite, évidemment, le travail de tout archiviste, c'est de collecter les archives de la préfecture. Donc la préfecture étant voisine juste à côté, c'est la réception de toutes les archives dont les agents de l'administration n'ont plus besoin. Et rapidement, donc, va se poser une question, on va dire, quasiment récurrente. C'est toujours le manque de place et les questions de sécurité. Parce que dans son bâtiment, on se rend compte qu'il n'est pas du tout aux normes pour conserver des documents. Donc en 1909, il obtient déjà quand même que des travaux pour qu'il ait un bureau unique soient faits, puisqu'auparavant, le bureau de l'archiviste, le bureau de ses deux collègues, à l'époque c'était un service de 3 personnes, et la salle de lecture était une seule et même pièce. Donc là, il va demander que ça soit compartimenté pour un peu plus de confidentialité et d'efficacité au travail. Il va faire mettre aussi un timbre électrique sur la porte d'entrée, en foyer, toutes ces petites informations qui permettent un peu de comprendre comment le service a évolué. Il demande aussi la pose d'appareils extincteurs, il fustige les risques d'incendie, à chaque fois en sensibilisant, en disant qu'il y a au rez-de-chaussée des chaudières à gaz qui risquent d'exploser, d'où risque d'incendie. Il y a des cheminées d'évacuation qui passent dans les murs. Et le problème, c'est que contre ces murs intérieurs, vous avez les liasses d'archives qui sont collées contre ces murs. Donc évidemment, ils se rendent compte que certaines archives ont un peu chaud, en fait, commencent un peu à noircir sur les bords. Voilà, donc le combat en fait de l'archiviste au début du XXe siècle, ça a été le cas aussi sur d'autres périodes, c'est souvent la question des locaux, avoir des conditions vraiment aux normes adéquates, avec beaucoup d'espace et surtout une situation saine pour accueillir l'ensemble des collections. Par exemple, en 1910, il signale les réels inconvénients que présente pour la conservation des documents et des archives départementales l'amoncellement dans les embrasures des fenêtres de la salle du rez-de-chaussée. Signale que faute d'un local spécial, on ne peut accumuler que dans cette partie du bâtiment. Et il diagnostique à cette occasion-là une humidité très regrettable et qui empêche d'autre part d'ouvrir les fenêtres pour l'aération et le nettoyage. Vous voyez, vraiment l'accumulation de papier, ça c'est un combat qu'il a mené pour faire le plus souvent possible des éliminations. Et donc les éliminations de papier, ce qu'on appelle les ventes de papier inutiles, c'était des ventes souvent aux enchères, pour qu'un particulier, un privé en fait, achète le papier. Donc on va dire le prix qui en était tiré rentrait dans les caisses de la trésorerie générale et parfois aussi était redistribué ensuite aux archives. Voilà. Je vois le temps qui avance, donc j'abrège un tout petit peu. C'est une conférence qui pourrait durer 2 heures. Il y a tellement de choses à dire sur le personnage, mais bon. On va rapidement s'atteler sur certaines activités, donc les activités notamment consignées, vous voyez un rapport d'activité en 1909, on a par exemple toutes les inspections qu'il réalise, là sur cette page-là, vous voyez, il a réalisé une centaine d'inspections en 1909, on aimerait bien en faire autant, aujourd'hui ça laisse rêveur, voilà. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir l'avis qu'il donne en fait sur la situation des archives conservées dans les mairies, puisque l'archiviste départemental avait en charge, comme aujourd'hui les directeurs. Ce soir, on a comme la chance d'avoir 2 directeurs d'archives départementales
dans la pièce, hein, donc je leur rends hommage déjà pour l'attention qu'ils portent aux archives communales. Et voilà, déjà, c'était l'attention qui était portée au début du XXe siècle. Hein. Et donc, alors, là, j'ai pris cette page-là pas par hasard, en fait, hein, parce que là, je vais citer Claude Plomion. Vous avez les archives de Plomion, donc on vous signale, les archives de cette commune se trouvent dispersées dans 3 salles de la mairie. Il apporterait d'en réviser le classement et d'établir l'inventaire réglementaire. Les 10 derniers volumes du recueil sont abrochés, donc recueil des actes administratifs. Ce dépôt renferme un certain nombre de documents anciens qui seraient mieux à leur place aux archives départementales. Alors, il ne croyait pas si bien dire, parce que le fonds de Plomion, je peux vous annoncer qu'il est rentré aux archives départementales en 2023. Bon. Et il est riche quand même, hein. On a quand même eu la chance de faire une très très belle collecte. Voilà. Donc l'activité évidemment de l'archiviste, hein, c'est faire des tournées dans les communes, voir un peu l'état des archives et puis s'occuper évidemment des archives conservées au sein de la préfecture. Donc comme ceci, tout se passe, on va dire, de façon correcte. Hein. En 1912, il espère avoir un agrandissement, voire même un déménagement des archives départementales, puisqu'on promet la reconstruction donc, de l'école normale pour les institutrices. Donc il espère à ce moment-là que les anciens locaux seront libérés pour accueillir les archives départementales. Bon, finalement, ça ne se fait pas. Il récupère quand même au rez-de-chaussée de ce bâtiment, enfin du bâtiment que je vous ai montré. Ça devait être à peu près situé à ce niveau-là. Il y avait la salle du conseil de révision pour les militaires. Et malheureusement, alors cette salle, elle a quand même été récupérée, mais il a fallu du temps, parce qu'il a fallu faire des travaux. Donc ça, c'est en 1912-1913. Et puis les agrandissements qu'il espérait pour les années 1914-1915, ils ne vont pas voir le jour tout de suite, étant donné que la Première Guerre mondiale arrive. Voilà. Alors, là, on va aborder la période de la Première Guerre mondiale, donc, qui a été un choc à la fois pour les archivistes, pour les habitants, et puis pour, on va dire, les collections également. Voilà, donc pas beaucoup d'informations sur Lucien Broche pendant la Première Guerre mondiale. Hein. On sait qu'il n'est pas à Laon, simplement parce que j'ai retrouvé dans une liste des réfugiés, alors qui est non datée, mais on sait qu'il est évacué avec ses 2 enfants et son épouse à Cessac. On est dans l'Aude, hein, donc je pense aux alentours de 1915-1916, mais il va quand même rapidement s'enquérir de la situation des archives départementales, puisque, bon, vous le savez, en 1917-1918, une partie du territoire est libérée. Hein, donc, comme la préfecture a été installée temporairement à Soissons, Château-Thierry, autant pour moi. Dès février 1918, on sait qu'il est à Château-Thierry, et donc rapidement, il va essayer de se renseigner, peut-être par l'envoi de courrier ou d'avoir des informations avec des gens sur place pour connaître la situation des archives à la fois départementales à Laon, mais là, on va dire que les contacts sont assez compliqués parce que c'est que des on-dit, hein. Laon est encore occupé par les troupes allemandes. Et pour les arrondissements de Château-Thierry et de Soissons, qui sont libérés en février 1917, mais qui vont être à nouveau envahis à partir de l'attaque allemande du 27 mai 1918, il arrive à avoir malgré tout quelques états des lieux qui permettent de savoir si les archives ont disparu. Hein. Il parle dans ces cas de certaines archives dans les décombres, les mairies effondrées, etc. Enfin, c'est assez triste, hein, en général comme état des lieux, puisqu'il parle dans plusieurs cas de grands états de confusion et de dispersion, des archives qui ont été mises dans des cachettes ignorées sous les décombres de mairies, d'autres qui ont été évacuées par les autorités militaires françaises. Hein. Certaines archives communales de l'ouest de l'arrondissement de Laon sont arrivées à Noyon quelque temps. Après, on ne sait pas trop si elles ont réintégré les collections après la fin de la Première Guerre mondiale. Et finalement, c'est à partir de la reconquête de Laon qu'on devine qu'il a dû suivre un peu la progression des armées, évidemment à l'arrière, hein, et qu'il va retrouver donc la ville de Laon très rapidement dès la libération. Je suppose qu'il a dû être sur Laon au mois de novembre ou décembre pour faire le tour donc des collections des archives départementales. Alors, en avril 1919, hein, son premier bilan, il est déjà revenu sur place à Laon, hein, il dit que le récollement des collections n'est pas encore possible aux archives départementales, que les archives modernes, les archives modernes dans notre jargon sont, enfin à l'époque, hein, c'était entre 1800 et 1914, hein, donc il signale que les archives ont servi dans les greniers des archives de matelas protecteurs contre les bombes d'aéroplanes pour préserver l'important service télégraphique et téléphonique de l'armée allemande qui était installé dans le bâtiment de la rue de Signé. Hein. Donc on est vraiment dans le même secteur, mais évidemment, c'était plutôt que de prendre des sacs de sable, les troupes allemandes ont utilisé des liasses d'archives assez tassées pour
protéger leur PC radio, bon, à savoir malheureusement que le PC radio semble avoir en partie pris feu en 1917, ce qui a touché aussi une partie des collections. Et l'intérêt, enfin, on va dire la première action de Lucien Broche, ça va être de sauver certaines archives, on va dire plus importantes que les autres. Hein, on va dire, après, il n'y a pas, c'est toujours un peu difficile de parler d'archives plus importantes, mais il va se consacrer en priorité à la sauvegarde de l'état civil et de tous les plans cadastraux. Les plans cadastraux, certains avaient été malheureusement utilisés par les Allemands, puisque évidemment le plan cadastral permet de connaître un peu l'état des terrains dans chaque village et de savoir un peu comment les terres sont exploitées. Alors en août 1919, il signale que le récollement et les recherches sont toujours impossibles, que les archives anciennes qui avaient été transportées à la cathédrale et à la bibliothèque sont revenues dans le local des archives. La bibliothèque à l'époque n'était pas située donc à Suzanne Martinet, hein, c'était dans la rue du Bourg, dans l'actuelle maison des associations. Voilà, alors après on ne sait pas trop, est-ce que les archives, il faut les remettre à l'endroit initial, on parle de leur transfert à la Providence, on parle de la construction d'un nouveau bâtiment, mais bon, finalement rien ne voit le jour, et bon, on va dire pour faire simple, hein, je vais passer rapidement sur sa carrière aux archives jusque dans les années 1930, puisqu'il part en 1937 en retraite. La situation, ça va être assez désolant, puisque pendant des années, il va demander vraiment à ce que des aménagements soient faits. Donc, par exemple, en septembre 1920, il signale que la pose du rayonnage a commencé au début de l'année. Mais malheureusement, faute de crédit, tout le rayonnage n'est pas posé. En juillet 1921, l'entremise en état du bâtiment des archives. Rien n'est encore fait au rez-de-chaussée et au deuxième étage. Les papiers de toute nature sont amoncelés dans la plus grande confusion. Au premier étage, ça manque de rayonnage. Une partie des archives d'Ancien Régime et révolutionnaire gisent à même sur le carrelage. Voilà, donc vous voyez encore une situation assez compliquée, alors que la guerre a quand même terminé il y a presque 3 ans. En juillet 22, c'est le rayonnage du premier étage attendu depuis 3 ans qui est enfin achevé, mais le rez-de-chaussée et le deuxième étage sont toujours en attente. En août 23, le rayonnage du rez-de-chaussée a été installé. Bon, c'est quand même assez long. Et il faut vraiment attendre, on va dire, à toute fin des années 1920 pour voir un peu plus de confort et la fin des aménagements. Hein. Donc, par exemple, en 1928, l'installation du chauffage central, etc. Et dès l'année précédente, en fait, il peut enfin estimer, hein, là on est quand même 9 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, le classement de l'énorme masse de papier administratif jeté pêle-mêle pendant l'occupation allemande dans les combles du bâtiment des archives est enfin terminé. 1927. Hein. Et là, on n'est que 12 ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc d'ailleurs, bon, tout ce travail hein, qu'il a mené avec quelques agents, hein, c'était pas une très très grosse équipe. Hein, les archives départementales, il devait y avoir, il y avait donc Lucien Broche comme archiviste, un sous-archiviste. Hein, donc je vous présenterai dans un instant l'un de ces sous-archivistes. Vous aviez 2-3 commis et c'est à peu près tout. Hein. Bon, aujourd'hui, on est une équipe de 26 personnes, mais à l'époque, c'était des moyens beaucoup plus modestes. Voilà. Donc, vous avez voilà aussi l'importance, donc en même temps qu'il reclasse, l'importance de l'utilisation des archives administratives et notamment des archives allemandes qui ont pu être récupérées. Alors, on sait par un rapport que lors du recul allemand en 1918, l'armée française a récupéré notamment le fonds de la commandanture d'Étreux, hein, donc on est presque à la limite du département du Nord. Et rapidement, les autorités militaires, enfin là on est en 1926, vont demander justement à Lucien Broche de voir s'il ne peut pas y avoir des informations qui peuvent renseigner sur le fonctionnement de l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Plusieurs années après, on essaye de savoir un peu comment fonctionnaient les relations entre les Allemands et la zone occupée, sur les réquisitions, sur les otages, etc. Hein. Et bon, malheureusement, Lucien Broche signale qu'il ne maîtrise pas du tout la langue allemande et que les archives sont encore en partie mélangées, mais par contre, il propose à ce que l'état-major fournisse en fait un militaire pour travailler un peu sur ces archives. Voilà, donc vous voyez, hein, un chantier de très très grande ampleur que ce reclassement. Et en 1937, quand il part, en fait, hein, l'une des conclusions que l'on peut lire dans les rapports d'inspection, c'est la visite des bâtiments dédiés aux dommages de guerre a donné lieu de constater, non sans effarement, puisque les dossiers de dommages de guerre arrivaient doucement aussi, ainsi que les autres versements d'archives, a donné lieu de constater, non sans effarement d'ailleurs, qu'il y avait été accumulé en moins de 20 ans presque autant de documents qu'aux archives départementales depuis le règne de Charles le Chauve. Voilà, hein, donc la quantité d'archives administratives a doublé en l'espace de moins de 20 ans.
Donc la deuxième action sur les archives, hein, là on sait qu'il a résorbé donc la situation du bâtiment de la préfecture qui avait été totalement occupé, hein, donc il a fallu à peu près 10 ans. En même temps, il reprend son bâton de pèlerin pour s'occuper des archives conservées dans les mairies. Et là, ça va être vraiment effectivement une action de pèlerin puisqu'il y a plus de 600 communes qui ont vu leurs archives en partie ou totalement sinistrées. Donc ce qu'il va faire en fait, c'est demander déjà de l'aide de la part aux archives nationales, hein, à savoir s'ils peuvent fournir un peu de personnel pour aider un peu sur place à faire du reclassement. Donc vous allez avoir du reclassement qui est fait dans ces 600 communes, hein, donc l'acquisition de ces boîtes, de ces pochettes, des armoires aussi qui allaient avec, hein, puisque les fameuses boîtes broches étaient conservées dans les armoires. Par exemple, il obtient l'aide d'un archiviste, hein, le premier chartiste alsacien après la Première Guerre mondiale, qui s'appelait Lucien Metzger. Lui va travailler sur les archives de Saint-Quentin en 1923. Ça, c'est des informations que j'ai retrouvées aux archives nationales. Voilà. Et donc, après, avec sa petite équipe, ils vont s'occuper à la fois de reclasser les archives, mais aussi de reconstituer les archives perdues. Là, je fais juste une petite parenthèse. Il faut savoir, évidemment, en 1918, hein, toutes les archives de la préfecture entre 1800 et 1914 n'ont pas disparu. 1918, par contre, certaines communes ont perdu la totalité de leurs archives. Et donc, Lucien Broche, en fait, va délivrer des copies authentiques, hein, qu'il va faire. Donc, on en a compté, je crois, enfin, c'est estimé à 30 ou 40 000, le nombre est assez astronomique. Bah, ça va être des copies de plans d'alignement, des copies d'actes de concession de cimetière, sans compter la recopie des actes d'état civil, pour reconstituer l'état civil qui avait été détruit dans certaines communes. Donc tout ce travail de copie va être financé par les dommages de guerre, hein, donc les communes peuvent utiliser leurs dommages de guerre pour donner des reconstitutions. Et tout ce travail de reconstitution va durer jusqu'au début des années 1930. Hein. Le reclassement et les reconstitutions de documents, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est fait avec les fonds de la préfecture et sous-préfecture. Et le plus intéressant, en fait, c'est que ces documents qui ont été recopiés à l'époque à destination des communes par Lucien Broche, en fait, aujourd'hui, on est très heureux de les avoir, puisque les archives de la préfecture qui avaient servi de base pour la copie, elles-mêmes ont souvent été détruites en 1944, lors du second sinistre. Et donc, finalement, c'est les copies qui, aujourd'hui, nous renseignent un peu sur, on va dire, la vie des communes, ou l'activité du département avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est vrai que lorsque l'on voit des copies estampillées Lucien Broche, hein, il avait toujours l'habitude de signer, vous voyez, avec une encre, enfin, ça ne se voit pas trop ici, mais souvent il utilisait une encre un peu turquoise, hein, comme on dirait mer du Sud. Donc ces courriers et ces signatures sont très reconnaissables. Là, par exemple, on a de la correspondance relative à la reconstitution des archives d'état civil à Cierges, et la reconstitution des archives de Grand-Verly, hein, donc là dans le nord du département pour Grand-Verly, et puis Cierges, on est dans l'arrondissement de Château-Thierry. Et donc là, je vous montre aussi un extrait donc, qui a été rédigé au début des années 1930. En fait, c'est un recueil d'extraits de lettres de remerciement qui étaient adressées par les communes à Lucien Broche et à son équipe. Donc, il n'y a pas les 600 communes, hein, mais c'est un recueil que l'on trouve dans certains fonds d'archives départementales. On doit en avoir 4-5 exemplaires. Donc, celui-là, c'est dans le fonds de Grand-Verly. Et donc, c'est des extraits de lettres de remerciement et de félicitations qui sont adressées par les maires au préfet et donc aux archives départementales. Donc, par exemple, à la commune de Burel, on signale la réorganisation des archives communales m'a donné toute satisfaction. Le travail était parfaitement exécuté. J'ajoute qu'il a fait le plus grand honneur aux ouvriers placés sous vos ordres qui l'ont exécuté. Quand on voit Bruyères et Montbéraud, il y a plusieurs représentants de Bruyères ce soir que je salue. Voilà, la réorganisation des archives communales nous a donné entière satisfaction et je vous en remercie vivement et sincèrement. Ça d'ailleurs, c'est une boîte qui vient directement de la commune de Bruyères et Montbéraud, hein, voilà, pour la petite anecdote. Voilà. Donc un travail de reconstitution qui a souvent pris fin à on va dire, ou plus tard 1934, 1935, avec les inventaires que l'on peut retrouver encore quand les archives n'ont pas été à nouveau détruites ou malmenées dans le mairie. Voilà, donc là, pareil, je voulais vous montrer, enfin, on n'a pas beaucoup de renseignements sur l'effectif, sur l'équipe de Lucien Broche. Je voulais quand même vous montrer, parce que là, on a la chance d'avoir, non pas une, mais deux photos. Hein, on n'avait jusque-là pas de photos de Lucien Broche, mais par contre, dans les archives départementales, on avait deux clichés de son
adjoint en fait direct. Hein. À l'époque, on appelait sous-archiviste. Voilà, c'était donc le premier adjoint du conservateur. Et là, c'est Marcel Weber. Donc Marcel Weber, lui, a été archiviste de l'Aisne. Il est arrivé après la Première Guerre mondiale à Laon. Il a employé d'abord à la préfecture et puis ensuite nommé aux archives départementales hein, de 1922 à 1932. Ensuite, il va obtenir une mutation à Laval, donc, où il exercera jusqu'à la fin des années 50. Et c'est vrai que c'est presque un clin d'œil parce que le fait qu'il soit parti à Laval, 7-8 ans après, lorsqu'il y a l'évacuation, hein, en 1940, beaucoup de Lannois ont dû se retrouver à Laval. J'aurais bien aimé savoir éventuellement quelle a été sa réaction quand il a vu des gens arriver dans sa ville à Laval en Mayenne. Voilà. Donc Marcel Weber. Hein. Donc là, ce sont deux documents tirés du fond des cartes d'anciens combattants et puis du fond du photographe Lazon. Voilà. En fait, au départ, dans le fond Lazon, c'était juste signalé, enfin la plaque de verre signée Weber, mais bon, là j'ai réussi à faire le lien parce que c'est vraiment la même moustache, hein, vous voyez, hein, un peu comme les Sildaves dans Tintin, vous savez, cette autocar, on a vraiment ce visage d'un vrai Sildave. Voilà. Juste pour conclure sur cette partie de l'archiviste, donc un premier dessin un peu humoristique, hein, donc fait par Jacques Broche, une caricature de son père, l'archiviste de l'Aisne, tel qu'il devrait être et tel qu'il est. Voilà, assez amusant, hein. C'est un petit placard en format A3 hein, qui se replie. Donc là, on a la belle carte de visite sur la partie droite et puis sur la partie gauche, elle a été un peu mutilée par de la fumée. Voilà. Alors comme je disais, un archiviste sur tous les fronts, hein, c'est peut-être un mauvais jeu de mots, mais finalement Lucien Broche n'a pas été qu'archiviste, hein, vous allez le voir dans un instant. Notamment, il a été responsable du musée. Le musée de Laon, donc il a été nommé dès 1919, donc responsable du musée de Laon, hein, avec l'appui de Georges Hermont, qui était sénateur, hein, qui venait de quitter la mairie. Là, je vous montre deux petits tableaux peints par Jacques Broche, hein, certains les connaissent. Voilà. Donc la ruelle des Templiers qui mène jusqu'au musée, et puis à l'intérieur, la cour du musée, donc peint par son fils. Le premier tableau date de 1929, le second n'est pas daté, mais je pense qu'il doit dater plutôt des années 1930, qui représente une dame et son enfant donc, dans la cour du musée. Alors, voilà, pardon, je vais un peu trop vite là. Voilà, donc le musée, effectivement, pas énormément d'informations, parce que évidemment, il était directeur du musée à partir de 1919. On n'a pas d'informations, étant donné que le musée, pareil, a eu une reprise un peu embryonnaire, et il s'est quand même surtout consacré aux archives départementales et aux archives communales. D'ailleurs, certains lui reprocheront le fait qu'il ait été nommé responsable du musée, mais qu'il ne s'en soit pas trop occupé. À part quelques politiques d'acquisition et puis la remise en ordre des locaux, hein, parce que un peu comme aux archives départementales, le musée qui était déjà situé au même endroit où il est aujourd'hui, on signale qu'il y avait des problèmes d'étanchéité sur certaines cloisons. Voilà. Alors l'histoire de Jacques Broche au musée, de Lucien Broche au musée, c'est une longue histoire, hein, puisque elle va au départ s'achever en 1936 de façon un peu délicate, hein, puisqu'en fait, il demandait à avoir au moins le maintien de sa rémunération, mais en 1936, en fait, c'est la municipalité Levindray qui arrive, et rapidement, le conseil municipal, avec donc Marcel Levindray en tête, va considérer en fait que Lucien Broche n'est pas très présent au musée, et donc va demander à ce que sa rémunération soit réduite de plusieurs centaines de francs. Alors, on devine un peu la réaction de Lucien Broche, hein, très chagriné pour ne pas dire plus, hein, parce que quand on voit un peu la teneur des courriers de Lucien Broche, on dit c'est quand même, je pense, une assez forte personnalité qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. Et donc il signale, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient d'infliger un blâme à un fonctionnaire et non pas à une commission d'assemblée délibérante, puisqu'en fait la décision de réduire son salaire avait été prise par le conseil municipal. Les renseignements dont il puisse être fait régulièrement état dans une telle circonstance doivent provenir non pas d'une source plus ou moins anonyme et incompétente, mais connue et qualifiée. Voilà. En toute équité, conformément d'ailleurs à tout usage, le fonctionnaire mis en cause doit être préalablement appelé par qui de droit à se justifier.
Et surtout, enfin, un blâme n'a pas à être rendu public. Et lui, évidemment, étant donné que le conseil municipal rendait public toutes les délibérations qu'il prenait, hein, c'est pour le cas évidemment, il signale que tout ce que l'on peut dire de moins, sans préjuger du fond, d'une telle manière de faire et qu'elle manque particulièrement d'élégance. Et donc, évidemment, Lucien Broche, assez fâché, va écrire directement au maire, à Marcel Levindray. Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'adresse ce jour à monsieur le préfet de l'Aisne ma démission de conservateur du musée, emploi auquel j'avais été nommé par arrêté préfectoral. Donc, il signale bien qu'il a été nommé par le préfet. Hein, il fallait toujours un arrêté du préfet et même, encore plus haut, une autorisation du ministre de l'Éducation nationale à l'époque, hein, qui avait aussi la compétence des fois pour le sous-secrétariat aux Beaux-Arts. Et donc, voilà, Lucien Broche va, on va dire, de colère, en fait, claquer la porte du musée en 1936. Mais pour y revenir bientôt, je reviendrai dans un instant là-dessus. Alors, il faut quand même attendre un peu plus d'un an pour que le musée ait un nouveau conservateur, en la personne de Raymond Hénard, hein, qui est nommé conservateur en septembre 1937. Hein, vous voyez, il faut quand même attendre 18 mois pour que le musée se dote d'un nouveau directeur. Donc Raymond Hénard, qui lui était prof de dessin et de peinture au lycée de Laon, où il est arrivé en 1927. Je reviendrai aussi sur Raymond Hénard. Alors, outre sa carrière au musée, carrière professionnelle, hein, bien entendu, Lucien Broche, en fait, on voit qu'il est, évidemment, c'est une personnalité au niveau local. Ça, j'espère que vous le saisissez au fur et à mesure, hein, parce qu'il a quand même plusieurs casquettes. Et la préfecture va lui faire confiance, notamment en le nommant responsable de la commission chargée du tri et de la restitution des documents récupérés en territoire libéré. Alors, pour faire simple, cette commission, au départ, lui, il s'occupe que des archives à récupérer dans les mairies ou lorsqu'elles traînent ailleurs, il s'occupe de leur rapatriement parce que certaines archives, je vous dis, ont quitté le territoire du département. Et le préfet, en fait, voyant que son travail est plutôt efficace, même s'il est fastidieux, mais ça, il ne réchigne pas la tâche, va lui confier dès le 8 janvier 1920 cette commission donc chargée du tri et de la restitution des documents récupérés en territoire libéré, et ensuite de tous les objets plus largement pour les restituer à leurs légitimes propriétaires. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye de dresser des inventaires de tout ce qui était laissé sur place par les autorités allemandes pour plus ou moins les renseigner. Hein, ça va être des objets d'art, etc. Et donc, pareil, sans trop rentrer dans le détail, hein, c'est un travail qui lui prend du temps, puisque au départ, on lui avait donné un an. En fait, sur l'année 1920, il va travailler à cette opération jusqu'en juin 1922. Et il signale notamment, parce que comme quoi il gérait vraiment beaucoup de choses, la situation, alors là on est en 25 mars 1922, la situation des travaux de récupération et de liquidation du mobilier abandonné par l'ennemi dont je suis chargé est présentement la suivante. Il reste à liquider soit par voie de restitution à leurs propriétaires lorsque le résultat des recherches entreprises à cet effet par le ministère des Régions libérées sera connu, soit par voie de vente aux enchères publiques environ 500 pianos récupérés et actuellement stockés à Lens, Soissons et Saint-Quentin, Ridemont, Frénois-le-Grand, Bohain et Verdun. En attendant, la surveillance du gardiennage de ces stocks continue à m'incomber. 500 pianos, hein. Il faut se rendre compte vraiment. Et pendant ce temps-là, juin 2022, je vous rappelle que les archives départementales sont encore dans un état assez sinistré. Et je ne parle pas des archives des communes qui attendent avec impatience l'intervention d'un archiviste. Hein. Donc c'est pour ça que tous les 6 mois, tous les ans, il va demander au préfet en fait, que sa mission soit renouvelée, donc jusqu'au mois de juin 2022. 1922, pardon. 2022, non, quand même pas. Voilà, donc il va ensuite participer aussi à d'autres commissions, donc une commission assez méconnue parce qu'elle n'a pas laissé beaucoup de traces aux archives départementales. Alors c'est une commission avec un nom un peu pompeux, hein, je vous la lis. Commission départementale chargée de l'examen des projets d'érection de monuments aux morts de la Grande Guerre. Alors, à savoir, quand on s'adresse aux monuments aux morts dans les archives départementales, on va trouver des documents administratifs et notamment des rapports de cette fameuse commission. Il faut simplement savoir que lorsque la commune a un projet d'érection de monuments aux morts, elle ne peut pas prendre, on va dire, cette délibération et décision de, voilà, il faut en fait que ça passe un peu sous les fourches codines d'une commission qui va donner son avis esthétique et ensuite cette commission donc nommée par le préfet va donner son avis au préfet et le préfet statuera sur l'opportunité ou non de la viabilité du projet. Voilà, donc lui il va faire aussi partie de la commission des monuments morts. Hein. Bon, évidemment, comme il avait aussi un côté un peu, enfin un œil un peu artistique, je pense que ça a favorisé.
Alors j'ai trouvé ça, c'est dans les archives communales de Laon. Il donne son avis évidemment sur le monument aux morts construit par Charles Abella. Donc on a le courrier, hein, il répond déjà au désir du maire pour donner une information sur le caractère symbolique de la Minerve. Hein. Et ensuite vous avez donc la note sur Athéna Minerve. Là, je vous ai mis que la première page, mais la description très intéressante à lire, hein, qui est conservée dans le fond des archives communales de Laon aujourd'hui chez nous, fait 5 pages. Hein. Vous avez donc toute une description à la fois artistique et puis surtout ce que peut représenter Minerve Athéna pour la défense de la ville, avec toute une symbolique. Voilà, donc vous voyez, il y a encore cette mission qui lui incombe. Il va être aussi, alors j'ai qualifié un peu d'historien pour les communes, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il œuvrait pour la reconstitution des archives communales, les communes souvent étaient très intéressées par reconstituer un peu leur histoire, leur patrimoine. Évidemment, hein, des communes, certaines avaient perdu toutes leurs archives, avaient perdu tout leur patrimoine bâti. Et donc Lucien Broche, en bon historien et bon archiviste, va reconstituer, va faire dresser des petits historiques à la fois avec les archives qu'il avait sous la main aux archives départementales. Alors là, par contre, il faut quand même l'autorisation du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Et donc, par délégation, hein, le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts signale que Lucien Broche est autorisé à effectuer à titre personnel et d'accord avec les municipalités qui les lui confieront des travaux de transcription de pièces ou de mise en œuvre de documents ayant trait à la reconstitution des archives communales. La conscience de M. Broche est trop connue de moi pour que je puisse penser que les travaux dont il s'agit préjudicieront le moins du monde à ses occupations professionnelles. Alors évidemment, c'est des choses qui viennent encore en surplus de son action en faveur des communes. Alors, comme je vous disais, on le trouve dans de nombreuses communes. Hein. On le trouve encore mentionné dans la commission des sites et monuments naturels de l'Aisne, hein, pour la sauvegarde, la préservation du patrimoine, le classement au titre des monuments historiques. Donc dans cette commission, notamment, il est secrétaire, hein, dans la commission qui est dirigée par Georges Herman. Pareil, en 1937, donc là, il est tout juste en retraite, et pour l'exposition internationale de 1937, vous voyez, vous avez les présidents d'honneur et les membres d'honneur. On retrouve le comte Enzel d'Ormois, dont vous parlez Eric tout à l'heure, hein, qui était président de la Société historique de Haute-Picardie, et puis en troisième position, Lucien Broche, président de la Société académique de Laon, directeur des archives départementales à Laon. Alors bon, en 1937, on va dire que c'est un peu la fin de sa carrière, puisqu'il lâche en fait la présidence de la Société académique de Laon en 1935. Je vais y revenir tout de suite. Voilà. Donc vous voyez, vraiment un homme multitâche et multifacette. Alors, l'action de l'historien, en fait, hein, comme vous avez dit Eric, hein, aussi, c'est sûr que lorsqu'il arrive aux archives départementales en 1906, en fait, il est déjà membre de la Société académique de Laon. Hein, donc la Société académique de Laon, c'est la première vraie société historique née à Laon au milieu du 19e siècle, en 1850. C'est elle qui est à l'origine de la création du musée. Au départ, elle avait une vocation surtout archéologique. Et donc, Lucien Broche a dû adhérer à peu près en 1903-1904 à cette société académique. Évidemment, il avait fait sa thèse sur les institutions, thèse à l'école des Chartes, donc il avait dû être en contact avec les historiens locaux, donc c'est normal après qu'il soit membre correspondant au départ, et puis après il va devenir membre permanent à partir de 1907. Hein. C'est vrai qu'aussi il faut voir l'autre côté, pour une société académique, avoir un archiviste dans son comité directeur, c'est toujours prestigieux et un gage de prestige. Alors voilà, donc Lucien Broche, il rentre à la Société historique vers 1904-1905. En 1906, en même temps qu'il rentre aux archives départementales, il intègre le bureau comme secrétaire. Et à partir de 1909, en fait, il y a quelques démissions en cascade. Hein, j'entre pas trop dans le détail, mais ça, vous pouvez le trouver en lisant les comptes rendus d'activité des sociétés, la Société académique de Laon. Ils sont consultables sur Gallica et téléchargeables. Ça vous donne un peu une histoire de ces sociétés locales. Et donc, voilà, en 1909, il est nommé comme élu donc, par ses pairs comme président de la Société académique de Laon, donc un poste qu'il va occuper jusqu'en 1935.
Alors, bon, pareil, je ne vais pas trop insister parce que Eric l'a déjà fait un peu en introduction. Je vous renvoie aussi à la conférence qu'il avait prononcée en 2014 sur les 100 ans de la Société historique de Picardie, hein, donc née d'une scission au sein du bureau. Hein, donc vous avez effectivement Maxime Dessart, Jean-Henzel Dormois qui quittent, qui fondent une nouvelle société historique, mais qui restent membres de la Société académique de Laon. Et Lucien Broche, lui, c'est pareil. Hein, donc, il est évidemment président de la Société académique de Laon, donc il déplore un peu la situation de clash qui s'est passée au sein de la Société académique. Mais il aura toujours de bonnes relations, finalement, avec ses pairs de l'association d'en face, hein, je dirais, de la Société historique de Haute-Picardie. Et bien souvent, en fait, il va s'occuper de monter des excursions en lien avec à la fois la Société historique de Haute-Picardie et puis aussi l'association au lendemain de la Première Guerre mondiale des Picards de laine à Paris, donc qui à l'époque avait comme secrétaire Monsieur Leroy. Bon, je me souviens plus. Ce soir, j'oublie beaucoup les prénoms. C'est un peu curieux. On ne me rappelle plus du prénom de Leroy. Voilà, donc l'œuvre d'historien, évidemment, il l'a fait au sein de la société historique. Hein. Alors, s'il y avait vraiment qu'une publication à retenir, ça serait sans doute celle-là, sa monographie sur la cathédrale de Laon qui est sortie en 1926, hein. Donc qui est déjà à l'époque agrémentée de certaines photos. Hein. Voilà, donc là, c'est l'édition originale. Et sur la photo suivante, alors ça, je m'en suis rendu compte avant-hier soir en terminant le PowerPoint, parce que je termine toujours, on va dire, dans l'urgence au dernier moment. Enfin là, j'ai terminé à 5 heures, hein, on ne va pas vous le dire. Mais il y a 2 soirs, je me suis souvenu de la vente d'un tableau qui avait eu lieu il y a quelques années, donc peint par son fils, Jacques Broche. Et ce tableau, qui est passé aux enchères il y a quelques années, vous allez voir, voilà, la photo prise par Lucien Broche pour illustrer son article, et le tableau peint par Jacques Broche. Là, on a le même angle de vue. C'est assez intéressant, c'est vraiment un petit clin d'œil, parce que finalement, c'est quand même bien de mettre un peu le père et le fils, on va dire, en parallèle. Donc, ce qu'il faut retenir un peu de Lucien Broche, autant qu'il est à la Société académique, c'est qu'il a organisé, il était vraiment très porté sur l'organisation de voyages, d'excursions en fait, plutôt que de voyages, des excursions pour les membres des sociétés historiques dans des lieux. Donc par exemple en 1907, il organise un voyage à Beauclerc, hein, ce qui va permettre de favoriser la protection d'une grange cistercienne. Bon, malheureusement, la grange cistercienne disparaît pendant la Première Guerre mondiale. Il organise aussi des sorties à Coucy en 1908, encore à Saint-Gobain, Saint-Nicolas-au-Bois en 1909. Ça, c'est renseigné par les rapports d'activité. En 1911, c'est un des acteurs majeurs du grand congrès archéologique organisé par la Société française d'archéologie, hein, qui existe toujours, la fameuse SFA, en 1911, avec Eugène Lefebvre-Pontalis, ces grands personnages-là, hein, qui ont vraiment une notoriété nationale. Lucien Broche va donc être partie prenante dans l'organisation de ce congrès qui a duré plusieurs jours et qui a marqué vraiment les esprits. Et donc, évidemment, il va continuer à publier quelques articles. Alors, pour la Société académique de Laon, après la Première Guerre mondiale, les forces s'épuisent un peu. C'est pas évident de publier des volumes chaque année. On va voir que là, les publications, c'est plutôt la Société historique de Picardie qui a le vent en poupe et la Société académique de Laon qui décline un tout petit peu, ce qui expliquera sans doute l'absorption de la Société académique par la Société historique en 1944. Mais, comme disait Eric, pour illustrer toujours cette bonne entente de Lucien Broche avec l'association d'en face, c'est qu'il contribuera aussi aux mémoires de la Société historique de Picardie en fournissant au moins 2 articles. Et encore en 1925, il organise une grande sortie à Coucy, en invitant donc les membres de la Société historique de Haute-Picardie et l'association des Picards de laine à Paris, donc qui était gérée par Leroy. Donc juste une petite parenthèse hein, sur cette association, je vous montrerai dans un instant un carton d'invitation. L'association des Picards de laine à Paris, elle est née au lendemain de la Première Guerre mondiale. En fait, c'était une association qui tenait souvent des conférences à la Sorbonne, avec souvent projection de photos, pour donc des photos qui avaient été prises dans l'Aisne au lendemain de la Première Guerre mondiale pour sensibiliser un peu les Parisiens et tous les auditeurs aux sinistres qui avaient donc touché le département, et donc pour favoriser un peu une aide financière à destination donc des personnes qui avaient été sinistrées à Laon. Donc évidemment les auditeurs à la Sorbonne par exemple pouvaient ensuite être touchés un peu par ces photos
et on va dire être généreux envers les habitants de Laon qui n'étaient qu'à 150 km. Hein, voilà. Et donc le roi aussi avait des responsabilités puisqu'il a été, je crois, juge et ensuite avocat auprès du tribunal de Laon. Il était secrétaire et souvent il tenait cette association-là à Paris même. Alors, une autre diapositive, alors assez pareil pour un dessin humoristique de Jacques Broche, hein, c'est une caricature qui doit dater des années 1930, alors qui représente, là il y a, c'est un vrai pastiche, hein, si vous lisez le petit cartel en haut, plutôt que la Société académique de Laon, il a fait ça Société préhistorique et astrologique. Donc vous voyez quelqu'un là qui déclame avec son couvre-chef sans doute une conférence, hein, une petite conférence voilà, historique, et puis après vous avez tout le public, on va dire tous les membres sociétaires de la société académique, hein. Bon, certains qui ont l'air plus ou moins d'être assoupis, mais vous avez en même temps toute la représentation d'une partie de la classe sociale lannoise, hein, puisque vous aviez comme des ecclésiastiques qui étaient présents. Alors Lucien Broche, j'ai un petit doute, peut-être là. Il y a une photo, essayez de bien retenir ça, parce que quand je vous montrerai une photo de mariage en 1937, mariage de son fils, le visage, la tenue me fait un peu penser à Lucien Broche, mais c'est pas une certitude. Voilà, et puis sinon, donc, comme je vous disais, voilà, des extraits du journal Les Tablettes de laine, hein, donc, qui annonce et qui résume les visites qui sont faites à Coucy par la Société académique de Laon en 1925, hein, donc avec notamment voilà, Monsieur Leroy, hein, donc, président des Picards de laine à Paris. Vous avez les mentions tout en haut des organisateurs, hein, donc on parle de Lucien Broche. Vous avez ensuite l'accueil de Enzel Dormois, cité un peu plus loin. Voilà, le nom de toutes les personnes qui étaient présentes. Hein. Petit-neveu de Champfleury, vous avez des personnalités, on va dire, du département en entier qui se pressent pour assister à cette visite de la société académique. Et ce qui est assez intéressant quand on lit aussi ces rapports, soit par la presse, soit dans les publications de la SHHP ou de la Société académique de Laon, c'est avant la Première Guerre mondiale, on ne sait pas trop comment ils se déplaçaient, et dans une mention, en fait, on voit qu'ils se déplaçaient à cheval, hein, on dit en landau, hein, donc voilà, un équipage encore à pied, alors qu'en 1925, voilà, ils empruntent ou des omnibus, des bus, des voitures personnelles pour les plus argentés, les plus fortunés d'entre eux. C'est intéressant de voir l'évolution de la société et des sociétés historiques entre avant et après la Première Guerre mondiale. Voilà, et puis aussi un petit carton d'invitation donc pour les conférences présentées par les Picards de laine à Paris. Et donc, outre ces activités auprès des différentes sociétés historiques, on va le retrouver encore une fois dans une autre association, donc qui elle naît en 1936, c'est celle des artistes lannois, hein, donc l'association qui existe toujours. Hein, donc là, vous avez le fascicule de la première exposition, donc qui réunissait des artistes peintres, hein, donc les artistes peintres locaux à l'époque, ça va être Fernand Pinal, ça va être, on connaît quand même Fernand Pinal, vous connaissez Raymond Hénard qui va être directeur du musée à partir de 1937. Vous allez avoir donc Fernand Pinal est président des artistes lannois. Jacques Broche, dont vous avez vu les talents de caricaturiste et de peintre, va être secrétaire de la société. Après, vous avez d'autres personnages comme les noms m'échappent, ça va me revenir. Oui, Alfred de Magellan, Henri Megnaud, Mireille Brun-Martin, hein, aussi que certains ont peut-être connus. Voilà, donc ces artistes lannois qui se réunissent à partir de 1936. Et dans donc, les membres d'honneur, vous avez Lucien Broche, hein, qui figure en deuxième position, à côté d'Émile Brunet, l'architecte en chef de la cathédrale, le préfet évidemment qui était invité, toujours le président Jean-Enzel Dormois, Paul Lacour aussi, hein, qui était vice-président des Picards de laine à Paris, etc. Enfin, vous voyez vraiment, c'est des noms que l'on retrouve toujours ensemble. Hein. Et par exemple, les relations qu'a pu entretenir aussi Lucien Broche avec Maxime de Sart ont été très très fortes, puisque notamment avec Maxime de Sart, ils ont publié 3 ouvrages ensemble au début des années 1930 sur Brenne, enfin sur les histoires de Brenne, de Coligny-Crandelin, de Mont-Saint-Lannoy et de Sécreute. Et dans ces ouvrages, Maxime de Sart travaillait vraiment sur la partie historique, tandis que Lucien Broche lui travaillait plutôt sur la partie artistique, patrimoine, etc. Notamment toutes les monographies d'église dans les livres de Maxime de Sart souvent sont rédigées par Lucien Broche.
Voilà, et puis donc pour les artistes lannois, une petite plaquette que j'ai retrouvée il y a quelques temps, donc qui vous montre peinte dessinée par Jacques Broche. C'est un petit fascicule publicitaire. Vous avez la signature de Jacques Broche en bas avec le petit tramway qui montait jusqu'au plateau. Voilà. Alors, en 1937, retraite de Lucien Broche. On va faire un petit retour en arrière en fait, puisque là j'avais un peu écarté la vie personnelle. Donc la vie personnelle de Lucien Broche, qu'est-ce qu'on peut en dire, quelques mots. Donc Lucien Broche en fait s'est installé lorsqu'il s'est marié en 1901. Donc rapidement son épouse s'est installée après les Thierny, donc il a habité je pense chez ses parents. Donc ça, c'est la maison familiale que vous avez après les Thierny. Elle existe toujours, j'ai essayé de la retrouver sur Google Earth, et puis j'ai réussi à la localiser, même si c'est un haut portail. Il faudrait que je monte sur des échasses pour reprendre, ou simplement sonner à la porte pour me faire ouvrir et puis voir la façade de la maison actuelle. Voilà. Donc là, on est dans le centre-ville de près les Thierny. Donc en fait, c'est une maison familiale qui a été vendue par Lucien Broche et son épouse en 1910, mais qu'ils vont racheter au début des années 1930. Parce que finalement, je pense que son épouse était quand même assez attachée après les Thierny. Donc après les Thierny, c'est là où il va réellement s'installer, après avoir habité pendant de longues années du côté de la ruelle Sainte-Geneviève. Dans l'entre-deux-guerres, dans les recensements de population, Lucien Broche est mentionné dans la rue Sainte-Geneviève. Voilà, donc les années 1930, on va dire, il fait les allers-retours entre Laon et puis près les Thierny pour travailler. Et malheureusement, le drame en 1935, c'est la perte de son épouse, Valérie Couret, qui meurt finalement assez jeune, donc dans sa 58e année. La veuve de... non, ça c'est sa maman. 1930. Et ensuite, l'épouse de Lucien Broche, elle meurt en 1935. Et Lucien Broche est très affecté par ce décès, puisque dans son dossier personnel conservé aux archives départementales, on sait qu'il a eu 3 mois d'arrêt maladie. Première fois, il a fallu qu'il fasse la demande exceptionnelle auprès du ministère de l'Éducation nationale pour être arrêté entre les mois de mars et les mois de juin, sans doute pour régler la succession et l'inventaire de tous les biens qu'il a partagé entre lui et ses 2 enfants. Et donc le partage, alors on a d'ailleurs l'inventaire après décès, qui est très intéressant à lire, aussi l'inventaire après décès de son épouse, puisqu'on a déjà une description du mobilier dans la maison. Vous savez qu'il avait un transistor, pour la TSF, vous avez une description du mobilier avec une estimation des styles. Donc ça donne aussi un certain état de richesse, un niveau social assez confortable pour l'époque. Et Lucien Broche, dès 1936, va épouser, va trouver quelqu'un en fait originaire de Lyon, je crois. Donc cette personne qui s'appelle Raymond Ladger. Donc là, le cliché a dû être pris, je pense, dans les années 1940. Alors donc évidemment, 35, il perd son épouse. En 36, il se remarie. 1937, il va marier ses 2 enfants à quelques mois d'intervalle après les Thierny. Donc d'abord sa fille Lucienne, qui se marie au mois de juillet avec un serrurier d'origine polonaise, Ludwig Massiolek. Donc ce couple n'aura pas d'enfants. Et son fils ensuite, en septembre, donc Jacques Broche, pour présenter Lucien Broche. Donc vous voyez la caricature qu'on a tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est lui. Je peux peut-être me tromper, mais bon, le port du visage et puis on va dire l'aspect un peu bedonnant, assez fort et costaud de Lucien Broche, qui était quand même assez grand, vous le voyez par rapport aux autres. Son fils aussi était grand. Donc là, vous avez Lucien Broche, Jacques Broche, Hélène Fourmont, donc l'épouse de Jacques Broche, et puis donc Raymond Ladger, donc la belle-mère en fait de Jacques Broche, sur le parvis de l'église de Près-les-Thierny. C'est bien l'église de Près-les-Thierny, qui suis encore passé il y a quelques jours pour vérifier. Ce sont les mêmes piles à l'entrée. Voilà. Alors, 1937, il marie ses 2 enfants, et puis donc 5 janvier 1937, début janvier 1937, il fait valoir ses droits à la retraite. L'année précédente, il a claqué la porte du musée.
En 1937, il part de la préfecture, hein, donc pour normalement jouir d'une retraite. Donc on peut se dire que, voilà, on pourrait dire clap de fin. Et ben non, finalement, ça n'a pas le clap de fin, parce que malgré tout, il conserve encore quelques attributions. Alors, je ne vous avais pas dit tout à l'heure, il était aussi, comme beaucoup d'archivistes, hein, jusqu'à une période très récente, les archivistes cumulaient aussi la fonction de conservateur des antiquités et objets d'art. Je pense que Cécile Souchon a bien connu ce poste-là. Voilà, et donc lui, il va rester à ce poste-là de conservateur des antiquités et objets d'art au moins jusqu'en 1943-1944. Alors, la guerre éclate en 1939 et ce qui, pour lui, sa vie va changer. Hein. Donc, il est revenu s'installer sur Laon après avoir vendu la maison de Presles-les-Thierny en 1937. Et 1940, dire la première occasion, le premier appel, en fait, ça va être non pas aux archives départementales, mais au musée. Au musée, pourquoi? Parce qu'en fait, en 1940, Raymond Hénard, hein, dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui était membre, qui était directeur du musée, qui était membre des artistes lannois, Raymond Hénard, en fait, est fait prisonnier en 1940, et là, donc, on a un portrait, un autoportrait tout à fait exceptionnel de Raymond Hénard, hein, qui à l'époque est prisonnier en Allemagne. Le portrait date de 1941. Bon, il a eu quand même l'occasion de peindre son autoportrait dans un nauflag. Je ne sais pas trop comment il a obtenu, mais bon, les conditions de détention étaient sans doute un peu moins lourdes puisqu'il était à l'époque sous-officier, je crois, dans l'armée française. Et donc, évidemment, hein, Raymond Hénard étant prisonnier, pas de directeur du musée en 1940. Les Allemands occupent la ville de Laon dès la fin de l'été, début automne, dès la fin du printemps 1940, hein, vont installer la commandanture pas très loin de la préfecture. Et puis donc rapidement, ils vont plus ou moins se rendre compte qu'il faut un directeur au musée. Et donc, alors je ne sais pas trop comment se sont fait le rapprochement, mais l'un des responsables de la fête de commandanture à Laon, qui s'appelait donc le docteur Schmitt, en fait, va rentrer en contact avec Lucien Broche et va lui proposer, à l'époque en 1940, c'est encore la municipalité socialiste de Marcel Levindré, hein, qui est, on va dire, à la tête de la mairie pour quelques mois. Et donc le docteur Schmitt, en fait, va insister pour que Lucien Broche prenne la suite, l'intérim de Raymond Hénard à la tête du musée. Donc là, on est au mois de décembre, hein, donc notamment le 6 décembre 1940, Lucien Broche écrit au maire: « J'ai l'honneur de vous adresser, inclus à toutes fins utiles, copie d'une lettre qui vient de m'être adressée au nom de l'autorité militaire allemande d'occupation. J'ai cru devoir accepter d'autant plus volontiers que la mission d'assurer la conservation par intérim du musée de la ville, que la demande m'en a été présentée en des termes d'une courtoisie contrastant avec l'inélégance du procédé qui m'avait fait quitter cet établissement il y a quelques années. » Hein, si vous vous souvenez donc de la façon dont il a claqué la porte en 1936, il revient en 1940 avec l'aide donc l'aide des Allemands, hein, de l'occupant, pour reprendre la tête du musée. Donc évidemment, ce qui constitue quand même un pied de nez devant Marcel Levindré. Alors sa demande évidemment a été appuyée par les Allemands, hein, puisqu'après il faudra qu'il y ait un arrêté préfectoral pour que son poste d'intérimaire soit vraiment prorogé au musée. Hein. Donc alors le docteur Schmitt, pareil, va correspondre. On a quelques traces alors qu'ils sont assez éparpillés là, pour la période que je vous présente. Enfin, je vais essayer de présenter rapidement, malheureusement, déjà à 19h20. Les renseignements en fait ne sont pas consignés dans une seule boîte. Il faut consulter à la fois le dossier personnel de Lucien Broche, son dossier en renseignements généraux, je reviendrai tout à l'heure parce qu'il a fait l'objet d'une enquête à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dès 1943. Il faut regarder les archives du service, il faut regarder les archives nationales, et il faut essayer de tout mettre bout à bout chronologiquement pour comprendre, et je dirais comprendre en partie seulement, c'est pour ça que je resterai évasif, là, il faudra m'en excuser sur certains aspects pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que je n'ai pas tous les éléments d'information, pas encore trouvés. Voilà, donc on a notamment de la correspondance avec la mairie, avec la préfecture, puisque c'est la préfecture qui doit valider l'intronisation de Lucien Broche à la tête à la tête du musée de Laon. Alors, on signale par exemple
Par exemple, le 14 janvier 1940, le préfet qui écrit au maire, par lettre du 2 janvier, courant parvenu à mes services le 8, donc le 8 janvier, vous m'avez informé que M. Broche, ancien archiviste départemental, avait été désigné par les autorités allemandes. Donc là, c'est le préfet qui s'adresse au maire Marcel Levindret. Retenez cette date, donc 14 janvier. Donc voilà, il était désigné pour exercer les fonctions de conservateur du musée municipal, etc. Par ce même courrier, je rends compte de la situation signalée à Monsieur le ministre d'Instruction publique et des Beaux-Arts en le priant de me donner tout renseignement et instruction utile sur cette affaire. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la réponse qui me parviendra donc du ministère. Voilà un peu les informations que l'on a. La réponse du ministère va se faire attendre. Entre-temps, au mois de mars 1940, la municipalité Levindret, on va dire, est priée de plier bagage. Et donc, c'est René Gérandal qui est nommé donc, notaire de métier, qui est nommé à la tête de la municipalité. Voilà, donc là, on est au mois de mars. Et puis donc, la réponse du ministre, en fait, va se faire un peu attendre, puisqu'elle va arriver qu'au mois de mars-avril. Et puis la nomination définitive, en fait, de Lucien Broche comme directeur intérimaire du musée ne va arriver qu'en juin 1941. Voilà, en remplacement de M. Raymond Hénard, prisonnier de guerre. Alors, pour faire simple, ensuite, Lucien Broche, pendant l'été 1941, va demander une petite compensation salariale, parce qu'il signale qu'il n'est pas non plus bénévole pour s'occuper de la fonction du musée, qu'il y passe du temps. Et donc, la mairie va lui répondre un peu tardivement, le 2 septembre. Donc, elle écrit à Lucien Broche. Dans la séance du 7 août dernier, le conseil municipal auquel j'avais soumis votre lettre du 15 juillet 41, où il demandait donc une rémunération, a estimé ne pouvoir donner suite à votre demande. Il considère que dans les circonstances actuelles, des fonctions temporaires de ce genre ne doivent pas être rémunérées des indemnités normales devant au surplus être versées aux titulaires de la fonction. Donc on sent déjà le petit coup de patte, on va dire. Et là, c'est la municipalité Gérandal. On n'est plus sous la municipalité Levindret. Nombreux, en effet, sont ceux qui, dans un intérêt supérieur, donc à l'époque, pendant la guerre, acceptent de travailler dans de nombreuses commissions, sacrifiant la plupart du temps leur intérêt particulier à l'intérêt général. Voilà. Donc là, fin de non-recevoir pour la demande de rémunération de Lucien Broche. Donc Lucien Broche, encore une fois, va écrire au préfet en donnant sa démission. On est autour de la mi-septembre. Et donc, il quitte à nouveau le musée en septembre 1941 en claquant la porte. Et donc, alors est-ce que c'est la seule raison pour laquelle il a été, on va dire, plus ou moins poussé à démissionner? Peut-être pas, parce qu'en fait, sans entrer dans les détails, il faut savoir que dès qu'il a été en poste officiellement en mai-juin 1940, avec l'arrêté préfectoral qui le nomme au musée, on a trace de tableaux qui sont donnés ou vendus à des officiers de la commandanture. Donc lui, après, va toujours expliquer qu'il n'a pas trop eu de choix, qu'il demandait à chaque fois l'aval de la municipalité pour que cette vente soit faite. Bon, mais le fait simplement que des fois il se promène du musée jusqu'à la commandanture avec des tableaux sous le bras, malheureusement, ça ne l'a pas du tout servi. Donc les accusations dont il va faire preuve à partir de 1943-44, quand il y aura une enquête menée par les renseignements généraux, avec des témoignages des fois assez durs, notamment de Marcel Levindret, je reviendrai tout à l'heure dessus, là vont vraiment le desservir. Alors c'est peut-être pour cette raison-là aussi qu'il a été plus ou moins poussé à partir. Voilà, et en même temps, il donne une autre explication un peu plus tard en disant qu'entre-temps, en septembre 1941, il avait déjà été renommé aux archives départementales de l'Aisne. Parce qu'évidemment, il faut savoir, donc, le directeur du musée, la situation est assez dramatique quand même alors, pour les services culturels. Le directeur du musée officiel, Raymond Hénard, est en prison, en oflag, donc il va y rester pendant toute la guerre, libéré qu'en 1945. Et aux archives départementales, donc en 1937, c'était Ernest Hildesheimer qui était à la tête du service, qui avait remplacé Lucien Broche. Sauf qu'en 1941, début 41, le ministre de l'Éducation nationale écrit au préfet de l'Aisne pour dire qu'il a muté Ernest Hildesheimer pour un poste de responsable des archives départementales des Alpes-Maritimes à Nice. Voilà. Donc évidemment, là, on n'a plus du tout de directeur, plus d'archiviste au niveau du département. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler à la rescousse? Je vous le donne dans le mur. Lucien Broche, tout à fait. Voilà.
Donc là, par contre, il n'y a pas, on ne trouve pas les Allemands n'ont pas poussé à cette nomination, notamment là, c'est plutôt, on voit la préfecture en fait qui le nomme à ce poste. Donc il va être nommé comme comme archiviste en chef au mois de juin 1941. Donc ça se cumule avec ses occupations au musée depuis quelques mois. Et il va reprendre un peu le chantier qu'il avait laissé en 1937. Ernest Hildesheimer avait quand même travaillé, mais il y a beaucoup de travail à fournir encore, des aménagements à faire, par exemple, dans la salle du travail. Il signale aussi donc l'apport de son sous-archiviste à l'époque, qui s'appelle Charles Durand. Je reviendrai tout à l'heure sur le cas de Charles Durand. Donc son sous-archiviste qui apporte le concours le plus dévoué au chantier des archives départementales. Et donc, Lucien Broche, d'ailleurs, pour son sous-archiviste en 1941-42, va demander un accroissement de la rémunération de son sous-archiviste. En même temps, donc, il engage des travaux avec, par exemple, on voit l'installation d'un radiateur dans la salle du public, parce que la salle n'était plus très bien chauffée, la remise à plat du parquet qui est refait aussi dans la salle qui accueille du public aux archives départementales, remplacement de carrelage dans la salle de tri. Enfin, vous voyez, ces travaux que l'on voyait déjà pendant après la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, on les retrouve encore une fois pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours la question des locaux qui pose problème. Il y a un premier tournant déjà en avril 1942. Un des employés des archives, donc là qui devait être plutôt manutentionnaire en fait, comme on disait, commis à l'époque. Donc l'enquête est renvoyée, pas l'enquête, l'enquête, je dis bien. Donc est renvoyé et sans doute pour, on va dire, comportement un peu irrespectueux, ça on a du mal à savoir. Et donc l'enquête en fait était logée chez Charles Durand, qui était le sous-archiviste, et en même temps il servait de domestique pour ce sous-archiviste. Donc ils ont cohabité pendant 7 ans, mais en même temps l'enquête qui habitait chez Charles Durand depuis le milieu des années 1930. Charles Durand se remarie en 1942, donc l'enquête est obligée de partir de la maison qu'il occupait. Et on voit que l'enquête va se défouler un peu sur le service des archives départementales parce qu'il va dénoncer en fait des malversations qui se seraient commises, qui auraient été commises non seulement par Charles Durand, mais aussi par Lucien Broche. Et c'est pour ça qu'on a donc cette dénonciation du 12 avril 1942 qui va parler de vente de papier, de tenue d'une comptabilité occulte, donc ce qui va être assez compliqué finalement à régler. Donc il va y avoir un premier rapport des renseignements généraux en 1942, notamment pour savoir si la vente de papier, tous les subsides qui ont été récupérés par les archives départementales ont été reversés à la trésorerie générale. On va se rendre compte qu'il y a un petit trou. Donc Lucien Broche dit qu'en fait il a gardé une partie de la somme perçue par l'usine qui récupérait le papier. À l'époque c'était l'usine Chantraine qui était située à Rougerie, donc en Thiérache. Et cette somme, Lucien Broche va se défendre en disant qu'à chaque fois, il gardait ce petit trésor de guerre, en fait, pas par caisse noire, mais enfin, on va dire que c'était l'argent, effectivement, qui n'était pas déclaré, mais il l'utilisait pour l'achat de boîtes, de matériel et de fournitures pour son service. Bon, là, pas beaucoup de moyens de vérifier, parce qu'on n'a pas forcément gardé les factures. Voilà. Malgré tout, il défend au départ quand même son employé sous-archiviste, donc Charles Durand, qui est accusé par l'enquête. Bon, rapidement, les RG vont considérer que l'enquête est un ivrogne fini, qu'il a une très mauvaise réputation. Donc, la première accusation, qui date d'avril 1942, elle est évacuée. Retenez bien, avril 1942, Lucien Broche soutient encore beaucoup son adjoint, Charles Durand. Ça va plus être le cas à partir de septembre-octobre, puisqu'on n'a pas la date précise. Mais en novembre 1942, Lucien Broche écrit au préfet en disant « J'ai l'honneur de vous confirmer que M. Durand, employé auxiliaire des archives départementales ayant prétendu interdire au public l'accès de la salle de travail le samedi de chaque semaine, a accueilli avec la plus grande incorrection les corrections que je lui réitérais à ce sujet. J'ajoute que cet employé indiscipliné et par trop indépendant s'absente fréquemment pendant les heures de service, etc. Donc il va finalement obtenir le renvoi de son commis, enfin de son adjoint, sous-archiviste. Alors qu'il y a 3 mois auparavant, il le soutenait encore.
On ne sait pas exactement quand est intervenu ce clash, hein, mais c'est assez compliqué. Et Charles Durand, un peu comme l'enquête, en fait, va faire à son tour des dénonciations à l'encontre de Lucien Broche, avec donc 4 accusations qui vont être présentées auprès du commissariat de police. Hein. Donc, signaler qu'il y a des registres que Lucien Broche a facturé plus cher que prévu aux communes, qu'il y a eu la tenue d'une comptabilité occulte, qu'il y a une sorte de pot de vin qui a été, on va dire une sorte de commission qui aurait été payée à un imprimeur de Laon, hein, donc à l'imprimerie de l'Aisne, c'était un monsieur Testard. Et puis donc qu'une partie de l'argent qu'il avait recueilli de la vente des papiers inutiles avait servi non pas pour les archives, mais finalement pour Lucien Broche. Et bon, cette enquête va être assez pénible pour Lucien Broche, hein, que les renseignements généraux s'en mêlent, hein, et le commissaire de police aussi à Laon. Donc là, on est en janvier 1943. Alors, la première étude qu'on voit vraiment le rapport du commissaire des renseignements généraux en 1943, en janvier, on voit que c'est finalement pas si défavorable à Lucien Broche, parce que sur les 4 points d'accusation dont il fait l'objet, d'abord par l'enquête un an avant, et ensuite par son adjoint Charles Durand en 1943, on sait que alors les registres qu'il aurait vendus, en fait, c'est prouvé qu'il les avait achetés lui-même, donc il n'a pas lésé les archives puisque c'était sa propre propriété, hein, c'était des inventaires qui avaient été imprimés en surplus. Ensuite, certains journaux officiels qui auraient été vendus comme papier d'emballage chez des commerçants, ça n'a pas été prouvé, donc est-ce qu'il était responsable ou pas de cette vente un peu illicite, on ne sait pas trop. La somme de 1000 francs versée à l'imprimerie de l'Aisne, on n'en trouve pas de trace, donc de ce côté-là, il a été dédouané. Hein, c'est le commissaire qui le dit, hein, je ne cherche pas à dédouaner Lucien Broche, mais voilà. Au sujet de l'emploi, la somme perçue par Papeterie Chantraine, là, effectivement, on signale quand même que les procédés employés par Lucien Broche pour faire acheter ses propres meubles, bureaux et cartonniers par le service des archives, ne sont pas très réguliers, mais sans toutefois revêtir un caractère malhonnête. Aucun préjudice n'a été causé au service des archives, ces meubles étant devenus la propriété de celui-ci. Et enfin, en 1943, on conclut, les accusations portées par le sieur Durand ne correspondaient pas à la réalité des faits et celui-ci agissait dans l'unique but de nuire à M. Broche. M. Durand, dont la réputation est plutôt mauvaise, un peu comme l'enquête d'ailleurs, est un homme sujet à caution qui ne cessera de porter les pires accusations contre son ancien chef, etc. etc. Voilà. Donc, malgré tout, l'affaire va quand même plutôt déplaire à la préfecture, va remonter au niveau du ministère et Lucien Broche, là, va devoir partir des archives départementales au 1er mars 1943 et il va être remplacé par un chef de bureau qui s'appelait Monsieur Titraine, hein, donc, qui était jusqu'à secrétaire général de la préfecture. Et donc, le 2 mars 1943, Lucien Broche évacue la préfecture, et même s'il obtient malgré tout l'autorisation quand même de venir aux archives départementales pour y faire quelques recherches. Voilà. Donc là, effectivement, période assez délicate. Par contre, son poste de conservateur des antiquités et objets d'art, puisque là, il n'y a plus du tout d'activité ni au musée ni aux archives, hein, en milieu 1943, malgré tout, son poste de conservateur antiquités et objets d'art semble être conservé, hein, puisque le 27 mai 1944, il écrit au préfet en disant « J'ai l'honneur de vous rendre compte que le transfert des statuts de la chapelle de l'institution départementale des sourds-muettes et aveugles, demandé par la FELD commandant Tours, et que vous m'aviez fait charger d'effectuer est terminé. Les objets ont été déposés partie à la conservation des eaux et forêts et en partie à la délégation régionale à la famille, qui dans le voisinage immédiat de l'institution ont bien voulu les recevoir, etc. Je ne m'en montre pas moins satisfait que leur déplacement m'a donné l'occasion de constater que je n'étais pas tout à fait indésirable à la préfecture de l'Aisne. » Voilà. 27 mai 1944, hein, on est un mois avant l'un des 4 bombardements qui va affecter les archives départementales. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, on n'a pas beaucoup d'informations, mais si vous vous souvenez de la conférence de Francis Pigeon au mois de décembre dernier sur la presse à Laon pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait signalé que Lucien Broche était secrétaire du Secours national pour le département de l'Aisne. Alors effectivement, on trouve sa mention une fois dans la presse locale au Secours national qui s'occupait tout simplement de rapatrier un peu, d'essayer d'obtenir des aides pour les personnes qui en avaient des besoins. Voilà, donc là je passe un peu sur quelques images. Hein, l'avis de Charles Durand, donc, qui était encore assez élogieux, on est en 1941 par Hildesheimer et ensuite parlant le 17 septembre. Hein, vous voyez encore le rapport élogieux de l'archiviste départemental pour Durand, hein, voilà, il demande une rémunération.
Et puis, donc là, on va arriver à la date de juin 1944, donc, qui va être l'occasion à nouveau de rappeler Lucien Broche aux archives départementales. Pourquoi un nouveau rappel aux archives départementales? Ben, ça, en fait, si vous vous souvenez de la conférence de Guy Marival il y a quelques mois sur les 4 bombardements à Laon, le 4e bombardement dans la nuit du 22-23 juin va affecter l'Hôtel-Dieu. Hein, ça, on le sait, puisqu'il y a eu beaucoup de victimes, notamment sur Marie-Catherine. Mais une bombe, on va dire, un peu oubliée, va tomber en plein sur les locaux de la préfecture. Et plus que les locaux de la préfecture, c'est sur les archives départementales. Voilà. Donc, si vous vous souvenez, l'entrée des archives départementales ici, les archives départementales, donc là, qui vont être totalement sinistrées. Alors là, vous avez une coupe de la façade nord et de la façade sud avec les murs restants. Donc là, on est en mois de juin-juillet, hein, lorsque le dessin a été réalisé. Et donc, les décombres des archives départementales. Alors, la situation des archives départementales, elle est encore complexe en 1944 parce qu'il n'y a pas de conservateur. Après que Lucien Broche ait été remercié, Hildesheimer était déjà à Nice, les archives de France, hein, qui sont un peu l'organe de tutelle, vont nommer un directeur, M. d'Herbecourt, mais qui lui aussi est prisonnier. Impossible d'avoir un directeur. On va demander à René Gandillon, qui est à l'époque directeur des archives départementales de la Marne, de faire l'intérim. Donc René Gandillon, à partir de 1943, va venir un peu aux archives départementales. Malheureusement, en fait, la coupure des voies de communication, hein, notamment les trains, ne circulent plus avec les bombardements à partir de mai-juin. Et donc René Gandillon ne vient plus aux archives départementales. C'est pour ça qu'en 1944, face au sinistre, le préfet se voit obligé de rappeler à nouveau Lucien Broche. Voilà. Alors, pour en faire vite, hein, parce qu'il y a déjà 8 ans moins quart pour que j'abrège. Vous avez dit que je parle trop. Hein. Bon, j'essaie d'en faire un article parce que vous verrez que c'est vraiment intéressant, finalement, cet épisode-là. À savoir, en fait, pour résumer en 2 mots, je vais me détacher mes notes, comme ça je vais vraiment résumer. Sachez que les archives départementales, en 1944, les archives anciennes devaient être au 2e étage. Lorsque le bâtiment est sinistré, évidemment, vous avez les petites mains qui vont s'en occuper. Vous avez donc 2 aides-archivistes. Il y a M. Fillon et M. je ne sais plus l'autre, voilà, qui vont participer au sauvetage des archives. Donc, ce qui va être sauvé d'abord, c'est les archives qui étaient dans la partie supérieure du bâtiment. Les archives anciennes, donc d'Ancien Régime, les archives révolutionnaires, les plans cadastraux, l'état civil. Après, au premier étage, au rez-de-chaussée, c'était plutôt les archives modernes, donc pour la période 1800-1940. Et c'est ces archives-là qui vont être beaucoup moins bien prises en charge, faute de matériel, en fait, pour déblayer tous les gravats, puisque vous avez des pans de murs aussi qui menacent. Hein. Donc, les premières archives, en fait, elles sont évacuées dans le cloître de la cathédrale, hein, donc le long de la rue du cloître. Et bon, il faut avoir aussi l'autorisation de l'architecte en chef des monuments historiques. Donc Albert Paul Muller, vous allez avoir l'autorisation aussi de la ville, l'autorisation de la préfecture. Donc les archives, on va dire, vont subir un véritable calvaire, et ce qui explique que certaines d'entre elles vont moisir en fait. C'est pour ça en fait aujourd'hui qu'on a des documents en très mauvais état. Bien souvent les moisissures sont intervenues à la fois sur le lieu du sinistre de la préfecture en 1944 et lorsqu'elles ont été transbahutées dans différents locaux, notamment le cloître de la cathédrale. Et finalement, à la fin, le bâtiment menace vraiment de s'écrouler, et les archives ne seront pas sauvées, elles vont être évacuées avec les gravats, donc les archives pour la période 1810-1940 sont quasiment perdues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est content de retrouver un peu l'équivalent de la vie locale dans les archives communales. Voilà. Alors, Lucien Broche, bon, il rappelait, on voit qu'il a quand même une activité sur toute la période 1944-45 pour les archives, mais il va être malgré tout quand même inquiété par, évidemment, hein, la ville de Laon a été libérée à la fin du mois d'août 1944, et puis on va s'interroger un peu sur les gens qui ont pu collaborer, avoir des relations avec les Allemands. Évidemment, hein, Lucien Broche qui avait été nommé par les autorités allemandes en 1940, et les liens étroits qu'il entretenait avec le docteur Schmitt, tout ça, ça va lui revenir un peu en boomerang. Et donc, il va y avoir des accusations qui vont être lancées dès le mois de septembre 1944. Donc Lucien Broche va se défendre. Au mois de décembre 1944, les commissaires de police lancent plusieurs enquêtes auprès de témoins. Alors donc,
Curieusement, ils vont faire à nouveau demander le témoignage de son ancien sous-commis, Charles Durand, sous-archiviste. Donc il va à nouveau se perdre en récrimination face à Lucien Broche. Marcel Levindret va aussi donner son avis. Et ce qui est assez curieux, alors ça je m'en suis rendu compte mais hier soir, hein, vous voyez comme quoi il faut toujours lire et relire les documents sans arrêt. Marcel Levindret en fait donne un avis comme quoi il a été un peu forcé de prendre Lucien Broche responsable du musée en décembre 1940, janvier 41. Donc on a la lettre originale qui est conservée dans les fonds de la préfecture hein, qui gérait donc la surveillance des musées. La lettre originale de Marcel Levindret. Là vous avez la copie théorique de ce courrier conservé dans le fond des renseignements généraux. Et quand on regarde la deuxième page, alors c'est assez curieux. Là, c'est signé Marcel Levindret. Là, c'est signé René Vérandal. Et il y a un paragraphe, pardon, c'est ma bouteille d'eau. Il y a un paragraphe supplémentaire qui a été rajouté, parce que là, normalement, le courrier s'arrête là. Et dans le dossier des renseignements généraux, vous avez un paragraphe supplémentaire qui a été ajouté, où effectivement, donc, Lucien Broche, Marcel Levindret signale donc, le ton polémique des lettres de Lucien Broche, mais qui n'apparaissait pas dans le témoignage initial de 1940. Et en plus, lorsqu'il signale qu'il n'a pas eu, pardon, je commence à perdre ma voix, qu'il n'a pas eu de lettre de la part de la préfecture quand il avait été nommé maire, je vous avais dit, souvenez-vous du courrier adressé par la préfecture au ministre en 1941. Là, il y avait quand même un courrier que l'on retrouve aussi dans le fond. Alors, c'est vrai que les accusations, elles vont être quand même assez tranchantes. Hein. Il va être accusé de sympathie avec les Allemands, d'avoir mangé avec le docteur Schmitt, d'avoir donné ou vendu des tableaux, hein, dilapidé un peu le patrimoine. Donc ça, c'est vrai que ça va lui être rétorqué, donc on n'a pas à juger. Tout ce que je peux vous signaler, c'est qu'une note dans les renseignements généraux plus tardives disent qu'il y a une enquête qui a été lancée par les commissaires de police, mais que finalement, il n'y a pas eu d'aboutissement, le dossier a été clos. Voilà. Donc là, on arrive sur la dernière partie de sa vie, hein, de sa carrière. Donc là, on va dire très courte, hein, puisqu'il meurt en 1958 et puis il ne dispose pas beaucoup d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, il continue quand même à écrire quelques articles. Il publie dans la presse locale. On le voit donner des cours d'enseignement à des jeunes filles. Et surtout, je me suis intéressé je me suis posé la question en fait, de savoir est-ce qu'il revenait aux archives départementales en tant que simple lecteur. Et donc j'ai consulté le registre des communications en salle de lecture, donc, que l'on conserve entre 1946 et 1956. Et on a effectivement la mention à plusieurs reprises, Lucien Broche va venir faire des recherches aux archives départementales pour sa culture personnelle, pour l'écriture de ses articles dans la presse, etc. Je vous ai photographié cette page parce que là, vous voyez aussi les noms de Maxime de Sart, hein, donc Maxime de Sart qui est mort en 1960, et puis celui du médiéviste Gérard Sivry, hein, c'est un grand médiéviste qui a fait sa thèse sur, je crois, les pays du Nord au Flandre-Hainaut au XIIIe siècle, et donc qui est venu aux archives départementales faire ses recherches. Voilà. Lucien Broche donc décède en fait assez brutalement le 16 février 1958. Donc vous avez là un petit mot de Charles Bréban qui est adressé à sa veuve, hein, donc sa deuxième épouse. Dans la presse lannoise, donc concernant la bibliothèque municipale, il y a un petit article sur la mort de Lucien Broche, et finalement c'est plutôt la presse de Soissons qui est beaucoup plus prolixe en fait, hein, puisque dans l'article je vous ai photographié que la partie haute, mais il fait vraiment le double et récapitule un peu son activité. Et ultime mystère en fait, hein, donc c'est le mystère des deux tombes de Lucien Broche. Alors pour présenter, oui parce qu'il y a deux tombes, hein. Pendant des années moi je me suis trompé, j'allais presque me recueillir sur la tombe qui était là, après les Tierney. Alors les tombes sont très effacées après les Tierney, hein, si vous y allez en fait, lorsque vous êtes devant le chevet, légèrement sur la droite, vous avez ces deux pierres tombales qui sont similaires. Donc celle-là, c'est celle de son épouse morte en 1935. Là, c'est sa tombe. Où, alors, quand on devine, hein, il faut y aller à certaines heures de la journée, on voit en fait qu'à sa date de naissance, les deux premiers chiffres de 1900, hein, voilà, on anticipait pour le futur décès. Et puis, quand j'ai vu son petit-fils, son petit-fils Francis Broche m'a dit non, mais vous vous trompez, mon grand-père n'est pas enterré après les Tierney, mais il est enterré à Bruyères et Montbérault. Bon,
Alors, ni une ni deux, j'avais une inspection à faire dans la commune à la mairie Bruyères et Montbéraud. Je demande la secrétaire à la maire très gentiment, qui m'ont renseigné où était la tombe de Lucien Broche. Ils m'ont ouvert le registre des concessions, etc. Je localise la tombe. Donc la tombe, en fait, il est enterré à Bruyères et Montbéraud, où ses parents, en fait, habitaient à partir de 1907. Ses parents étaient venus le rejoindre quelques années. Bon, ils ont vécu malheureusement que 2 ans. Jules Joseph Broche est mort en 1909, au mois de mai, et puis son épouse en septembre. Et donc leur fils, Lucien Broche, est venu les rejoindre en 1958. Voilà. 19h50, bon, j'étais très très long. Je ne sais pas s'il y a besoin de faire de conclusion, parce que bon, c'est sûr qu'il y a toujours, dans ce cadre-là, vous voyez, une vie assez riche, assez mouvementée. La Seconde Guerre mondiale, c'est toujours une période très très délicate à analyser, à étudier, parce que voilà, il y a toujours un certain parti pris. Il y a peut-être encore des archives à découvrir aux archives nationales, peut-être dans nos fonds d'archives aussi. Donc voilà, j'espère surtout que vous avez pris conscience que Lucien Broche était quand même une personnalité, je pense, qui a marqué son temps, qui est peut-être un peu tombé dans l'oubli. Son ouvrage sur la cathédrale fait quand même encore autorité, donc je pense que c'était quand même justice de rendre ce soir. Et puis j'aimerais dédier cette conférence à son petit-fils Francis Broche, qui m'avait si gentiment accueilli en 2017 et puis que j'espère revoir bientôt, qui n'est pas là ce soir. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'était le tombe qui était prévu initialement, oui, et qui n'a jamais été utilisé. Non, elle n'a jamais été utilisée. Donc on peut être enterré là. Puis... C'est ça, il a acheté une concession. Là, il faut regarder les actes de concession donc, de près des Ternies. Il y a sans doute une concession achetée au nom de Lucien Broche, mais qui n'a pas été occupée. Voilà. J'espère que j'aurai un biographe un jour aussi intéressant. Merci. Je voulais juste vous raconter un truc. Quand je suis arrivée aux archives de l'Aisne en 1977, j'ai été accueillie par M. Portelette de Bruyères et Montbéraud, qui m'a dit j'ai été nommée aux archives en 1946 pour 3 mois. On m'a offert un petit balai et des pantoufles pour nettoyer les archives qui étaient sous le cloître de la cathédrale. Et vous voyez, les 3 mois se sont transformés en longue durée. Et la longue durée, c'est ce qui caractérise les archives. Merci en tout cas. Bon, ça va non, Pierre. Pierre, c'est que c'est... Eric, la porte sera ouverte. J'espère, oui. Merci. Merci, c'était passionnant. Merci beaucoup. Bon, prochaine fois. En général, c'est combien? Quand est-ce que...